Afrique Média, le monde, c'est nous. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de Géopolitique Internationale. Nous sommes, comme toujours, très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder sur la télévision panafricaine Géopolitique édition de ce dimanche 8 janvier de l'an de grâce 2023. 3 sujets majeurs sur la table ce matin. Ukraine ou encore la guerre secrète de l'OTAN contre Vladimir Poutine. Eh bien, on tentera davantage de comprendre les profondeurs et les méandres de cette guerre ce matin dans le cadre de Géopolitique Internationale avec nos analystes. Et puis, Corée du Sud, États-Unis, Corée du Nord, eh bien, on tentera de comprendre ce qui se passe exactement entre ces trois-là, Pyongyang et Washington, qui disent désormais se préparer à une réponse en cas de frappe nucléaire nord-coréenne. Une préparation bien sûr qui survient à la suite des déclarations de Kim Jong-un qu'on aura l'occasion d'analyser tout à l'heure avec nos analystes. Et puis pour sortir de cette émission, on évoquera ce que certains qualifient depuis des mois maintenant de descente aux enfers de la France au Sahel. Et bien la France, chronique d'un échec annoncé. Nos experts nous en diront davantage sur la situation de la France au Sahel et bien sûr la situation sécuritaire de ce côté-là. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Ce matin, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus, chers invités, Gamal Abina, Linda Larbaoui, Jimmy Dalido, et puis on aura également professeur François Ndengwe, il sera avec nous, Adrien Bouquet, qui sera également de la partie. Merci en tout cas à tous d'avoir une fois de plus honoré ce rendez-vous de la géopolitique sur la télévision panafricaine. On va très vite entrer dans le sujet avec vous. Gamal Abina, bonjour, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Je pense que vous m'avez entendu. Gamal, est-ce que vous pouvez activer votre micro? On ne vous entend pas. Il est activé mon micro. Bonjour et merci pour l'invitation. D'accord, merci à vous Gamal Abina. Linda Larbaoui, bonjour, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous Vanessa, vos invités, et puis nos téléspectateurs et toute l'équipe d'Afrique Média. Jimmy Dalido, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Merci à vous, professeur François Ndengwe. Nous a-t-il dit... Voilà, on va retrouver professeur François Ndengwe tout à l'heure, ainsi qu'Adrien Bouquet. On va commencer avec nos 3 invités qui sont déjà sur la place. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet concernant ce sujet, une fois de plus, qui concerne la crise ukrainienne et la confrontation directe ou indirecte selon des analystes de l'OTAN contre le président russe Vladimir Poutine. Alors, je vais commencer sur cette question avec vous, Jimmy Dalido. Alors, on s'interroge finalement sur la réelle signification de cette crise ukrainienne, cette guerre en Ukraine. Certains disent que cette guerre n'est autre que la guerre secrète de l'OTAN contre Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut confirmer, selon vous, ou infirmer cette affirmation quand on sait qu'il y a quelques semaines encore, c'était précisément vers la fin du mois de novembre dernier, eh bien l'OTAN s'engageait davantage à fournir plus d'armes et à réparer le réseau électrique en Ukraine? Oui, alors d'abord l'OTAN, je voudrais dire que l'OTAN, le principal objectif de l'OTAN, c'est de conserver c'est le fait que son objectif, c'est que l'organisation des différents gouvernements, quels que soient les gouvernements, reste dans les mains de Wall Street, reste dans le giron de Wall Street. C'est ça sa principale perspective. N'oublions pas qu'une guerre, vous savez, on a un problème,
c'est qu'on a une vision militarisée de la guerre. Et le problème, c'est que la guerre n'est pas seulement militaire. La guerre, en fait, elle ne s'arrête jamais dans le cadre impérialiste. Même si sur certains territoires mondiaux, il y a, on va dire, une paix sociale qui s'installe, ailleurs, c'est toujours la guerre. En fait, la paix n'existe pas dans le cadre impérialiste. Donc, en fait, la guerre, elle s'est jamais arrêtée. Elle est d'abord économique, sociale. La guerre, c'est une classe sociale contre une autre classe sociale, et une classe sociale opprimée, et qui est dominée, martyrisée par une classe sociale mondialisée, et qui a étendu ses métastases un peu partout dans le monde. Donc, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Et donc, en fait, si vous voulez, à partir du moment où on a compris ça, on a compris que la véritable perspective de l'OTAN, c'est d'aggraver la guerre. Et l'OTAN, n'oubliez pas qu'il y a un monde multipolaire qui se dessine. Ce monde multipolaire c'est un nouveau schéma mondial qui se dessine dans lequel il y aura un schéma multidevises. Hein, il y aura des multidevises, c'est-à-dire plusieurs devises, plusieurs monnaies qui vont apparaître un peu partout dans le monde et qui seront plus ou moins autonomes, totalement qui auront cessé d'être inféodées à Wall Street et Washington. Et en fait, dans ce monde dans lequel les multidevises seront présentes, le centre économique et social, politique se situera en Eurasie, se situera plus à Washington. Et donc ce monde multipolaire, dans ce monde multipolaire ou dans lequel les multidevises vont régner, eh bien le continent eurasiatique aura sa place. Et à partir du moment où la guerre s'arrête jamais, qu'elle est d'abord économique et sociale, eh bien, il faut s'attendre à ce que cette guerre continue, pérennise. Et par rapport à l'électricité de l'Ukraine, depuis le début, dans les médias occidentaux, en tout cas, dans les médias mensonges, que j'appelle plutôt des organes d'agitation propagande, notamment dans le cœur d'un impérialisme en France, ils présentent toujours les décisions de Washington comme allant dans le sens de la paix, dans le sens de l'aide fraternelle des différents peuples. Il y a des coupures d'électricité, oui, il y a malheureusement, le peuple ukrainien vit sans gaz, sans électricité, sans nourriture, mais en tout cas, ils nous présentent ça comme ça, c'est que ils nous disent que Washington vont aider les Ukrainiens et ils font tout pour résorber la situation. Mais attendez, Washington a voté combien de milliards de dollars ont été injectés dans des armements, dans des données militaires, dans des chars, dans des tanks, dans des missiles. Et puis ils n'ont pas pu rétablir l'électricité. Un truc tout bête. Alors c'est plusieurs milliards que l'impérialisme nord-américain a donné au gouvernement ukrainien pour pouvoir attiser la guerre, mais ils n'ont pas assez d'argent pour rétablir l'électricité. Ça nous paraît pas bizarre, ça. Si véritablement Washington et les États-Unis voulaient rétablir l'électricité et en tout cas d'une manière générale, améliorer les conditions d'existence matérielle du peuple ukrainien, qui est lui aussi victime des dérives politiques, des décisions nauséabondes de son propre gouvernement ukrainien, si les États-Unis voulaient les aider, ils les auraient aidés depuis longtemps. Alors, n'oublions pas que l'OTAN et donc l'impérialisme nord-américain sont propriétaires du FMI, de la Banque mondiale. Et ils utilisent le FMI et la Banque mondiale pour privatiser les différentes infrastructures mondiales. On se souvient, ce qu'ils veulent, c'est évidemment garder le contrôle. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent du pétrole et du gaz. Mais il y a aussi une autre donnée qu'il faut pas oublier, c'est tout simplement la nourriture. Les moyens de subsistance de la population mondiale, le fait de manger. L'impérialisme nord-américain, via le FMI et la Banque mondiale, veulent garder le contrôle de la nourriture mondiale. Ils veulent garder le contrôle de la nourriture. Pourquoi? Parce que si vous voulez tenir, quand vous voulez tenir une personne dans l'esclavage, il y a pas 36 000 solutions. Il vous faut les moyens de production, c'est-à-dire il vous faut garder le contrôle sur les moyens de production, ce qui permet de produire, et garder le contrôle sur les moyens de subsistance, la nourriture. C'est comme un chien, en fait. Ouais. Un chien, il peut pas produire, il peut pas se nourrir. Donc, il reste le chien et vous restez le maître. C'est la même essence de classe qui est mis en exergue via l'impérialisme nord-américain.
Donc c'est pour ça c'est pour ça que cette perspective de conserver le contrôle sur la nourriture mondiale, en plus du pétrole et du gaz, par Washington, à un moment, s'exprime par l'inflation, s'exprime par le fait que vous avez des prix qui augmentent, etc., parce que certains pays essaient en tout cas, de s'orienter vers une production un peu plus autonome, en tout cas de l'alimentaire, parce que si vous êtes en France et que la force de travail française ne peut plus se nourrir, elle aura du mal à aller travailler. C'est ce qu'on appelle la régénération de la force de travail. Donc ça augmente les prix. Mais ce qui est très problématique, c'est que en fait, ce qui prépare Washington à travers l'OTAN, c'est qu'il prépare l'arrivée du GNL au niveau du pétrole et au niveau du gaz, pardon. Le gaz liquéfié, le GNL, va s'étendre au niveau mondial. Et Washington et l'OTAN ont très bien compris que le pays qui est en avance par rapport au GNL, c'est carrément la Chine. Et la Chine, elle n'est pas dans l'Ouest, elle n'est pas dans le bloc de l'Est. La Chine, c'est la force motrice, on le sait, c'est la force motrice du bloc du Nouveau Monde à l'Est, avec la Russie. Et ils sont en avance par rapport au GNL. Ils auront les possibilités d'exporter le GNL, ils auront les possibilités d'acheminer le GNL, de financer, apporter des crédits aux autres pays, la France et les autres pays qui le voudront, s'ils prennent les bonnes décisions. La Chine, la Russie pourront financer des infrastructures permettant d'acheminer le GNL. Alors, on se rappellera que le GNL, c'est du gaz liquéfié. Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut l'acheminer, il faut des méthaniers, c'est-à-dire des bateaux très très grands, ça coûte très cher, très difficile à la confection, donc il faut pouvoir l'acheminer, il faut le recevoir, il faut le diffuser. Ça, le bloc du Nouveau Monde à l'Est, la Chine et la Russie savent le faire. Ils ont déjà les possibilités matérielles et financières de le faire. Et ils ont très bien compris que l'extension du GNL, par exemple, sera en plus d'autres facteurs économiques et sociaux, va permettre de fluidifier, d'accélérer le développement du continent asiatique, du développement du Nouveau Monde. Et c'est pour ça que Washington le sait très bien, via l'OTAN, il le sait très bien. Et c'est pour ça que, par exemple, Blinken, je prends un exemple concret, Blinken avait répété plusieurs fois à l'Allemagne, au gouvernement allemand, ils leur ont dit qu'il fallait remplacer le gaz russe par du gaz liquéfié, donc GNL, à bas prix. Et plusieurs fois, Blinken l'a notifié au gouvernement allemand, parce ils ont très bien compris que il fallait, alors qu'en même temps, vous savez très bien que ces derniers temps, on a constaté une vague de nationalisation dans les différents pays d'Europe, même en Allemagne, qui ont nationalisé les filiales de Gazprom en Europe. Vous voyez, tout ça, c'est fait exprès. C'est fait pour amorcer en tout cas un probable développement du GNL, en tout cas entre autres. Mais je pense que le GNL sera un élément très important, un élément clé. Donc voilà, donc dans ce nouveau schéma mondial, l'OTAN en tout cas est vraiment, et moi ce qui me gêne en tout cas dans cette histoire, c'est que c'est toujours la même chose. C'est l'impérialisme nord-américain et Washington se présenter comme les serviteurs de la démocratie, alors que les véritables serviteurs de la démocratie se situent plutôt à l'est. C'est eux qui veulent la paix et c'est eux qui sont présentés comme des démons. Alors les anges sont présentés comme des démons et les démons sont présentés comme des anges. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est les rôles qui sont inversés. Et ça permet de diffuser, de brouiller les consciences. Daleido pour cette analyse. Alors, Gamal Abina, selon vous, en quoi est-ce que la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, est considérée par certains comme étant cette guerre secrète de l'OTAN contre le président Vladimir Poutine, d'autant plus que, et d'ailleurs j'en parlais à l'instant avec Jimmy Daleido, d'autant plus qu'on le sait déjà depuis plusieurs semaines maintenant, l'OTAN s'est engagée à donner plus d'armes à l'Ukraine. L'organisation va aussi aider l'Ukraine à réhabiliter les infrastructures énergétiques endommagées, selon eux, par les frappes russes. Et lors du dernier sommet à Bucarest, le secrétaire général de l'OTAN avait accusé notamment la Russie de vouloir utiliser l'hiver qui approche, l'hiver qui est là, donc pour faire pression sur l'Ukraine, utiliser l'hiver comme une arme de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Je vais commencer par les premières parties. Donc, dans un premier temps, effectivement,
Les Occidentaux tentent de soutenir l'Ukraine en envoyant des armes, mais pas des grandes armes de grande définition. On prend l'exemple des chars AMX français qui ont été envoyés. C'est de l'armement obsolète, en fin de vie, qui a plus de 40 ans, et dont les performances sur le terrain ne sont évidemment pas très très probantes. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est vraiment un soutien à minima pour maintenir un niveau de tension sur le territoire, mais certainement pas proposer une possibilité de renverser la vapeur en termes d'opérations militaires et de guerre. Ensuite, deuxième aspect sur la question des infrastructures. Évidemment, quand les Américains ou l'OTAN prétend vouloir réhabiliter les infrastructures, c'est pas très sérieux dans la mesure où on peut pas reconstruire des centrales qui ont été détruites. Effectivement, elles ont bien été détruites par les Russes. C'est une stratégie de guerre qui a été mise en place par la Russie, une stratégie un petit peu ce qu'on appelle la stratégie de l'édredon, qui consiste à étouffer le système de communication, à étouffer le système de production industrielle, c'est fait, et surtout à en finir avec les capacités énergétiques. Quand vous coupez l'énergie, évidemment, il est difficile de remporter une victoire, et je pense que les Russes se rappelleront cela de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands sont arrivés à 30 km de Moscou et n'ont pas pu faire avancer leurs chars parce qu'ils n'avaient plus d'énergie, ils n'avaient plus de pétrole pour pouvoir faire avancer les chars jusqu'à Moscou. Donc c'est un peu une stratégie d'étouffement, parce que quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de possibilités offensives, les possibilités défensives sont très limitées, et en ce qui concerne effectivement la volonté états-unienne d'alimenter la guerre, évidemment qu'il alimente dans le principe d'un conflit à moyenne intensité. On n'est pas à la très haute intensité, parce qu'ils s'attendent à une reprise des combats très prochainement de la part des Russes, qui préparent une contre-offensive assez considérable pour pouvoir apporter sur la table de négociation un rapport de force plus favorable. Alors l'Ukraine aujourd'hui est un pays qui est en déshérence, qui a été largement impacté par cette guerre, bien que pas détruit totalement, bien évidemment. L'Ukraine est divisée en deux, la partie russe pro-russe et la partie pro-ukrainienne pro-occidentale. C'est un peu traditionnellement ce qu'on a toujours vu dans les élections. Donc l'Est est plutôt favorable aux Russes. Côté Est, la question de la conquête des territoires et de la mainmise des Russes, elle n'est pas discutable, elle est là, c'est comme ça. Les Russes sont installés parce qu'ils sont reçus et qu'il y a eu un référendum qui a prouvé que les populations du Donbass voulaient un rattachement à la Fédération de Russie. Donc la consécration sur la partie est du fleuve Dniepr est réglée. Sur la partie ouest, c'est partagé parce que les territoires sont plutôt favorables aux Russes, d'autres moins. La partie sud, c'est réglé aussi. La Krimatcho était russe, ils l'ont récupérée et maintenant elle est consacrée comme étant depuis 2014 un territoire russe. Ce qui va se discuter, c'est Sébastopol et les différents ports de la région. Ça veut dire, est-ce que l'Ukraine aura ou pas accès à la mer? Il est peu probable que ce soit le cas, puisque ça pourrait créer des tensions. Mais les Russes aujourd'hui, en termes stratégiques, ont décidé d'avancer leur carte, ont obtenu 20% du territoire, et je pense que la guerre se figera sur ces 20%. Après, la question de savoir si les États-Unis ou l'Occident en général tentent d'alimenter la guerre, oui, ils l'alimentent, mais ils ne donnent pas les moyens nécessaires pour pouvoir inverser la vapeur. C'est une guerre qui est particulière parce que quasiment ça ressemble presque à une guerre civile d'un certain point de vue, puisqu'il y avait une guerre civile en 2014, et je ne crois pas une seconde à la possibilité évidemment d'une progression significative des Ukrainiens. Je pense qu'il va y avoir une contre-offensive, que ça va faire beaucoup de morts de trop encore une fois, mais que in fine les États-Unis seront obligés d'aller sur la table de négociation pour que le conflit s'arrête. Et la question géopolitique, évidemment, n'est pas absente, parce que le sous-jacent de tout ça, c'est une question de gaz et de pétrole, qui ont toujours été, surtout le gaz d'ailleurs, qui a toujours été très discuté, que les Américains ne voulaient pas voir alimenter l'Europe, puisqu'ils ne voulaient pas cette union de l'Europe orientale et occidentale. Cette guerre est une fracture qui permet de diviser l'Europe en deux, et au profit évidemment du grand vainqueur, comme d'habitude, que sont les États-Unis. Donc oui, ils tentent d'avancer leur bateau. Oui, l'OTAN, qui est le bras armé américain, donne des moyens, mais qui restent quand même très réduits. C'est pas des grands moyens. Les Français n'envoient pas des chars Leclerc, on l'a bien compris. Les Allemands ne veulent pas envoyer de chars de haute technologie. Plus encore, les Allemands veulent s'équiper militairement pour éventuellement défendre leur propre territoire. Donc on est très loin de ce qui est annoncé. Aujourd'hui, sur Global Firepower, l'index de classement des armées, on fait croire que l'Ukraine, qui était en 26e position, est montée en 14e position. C'est beaucoup d'esbrouf, beaucoup de propagande, mais dans les faits, l'Ukraine est un pays qui s'est largement affaibli, qui n'est que sur des postures défensives, et les rares territoires qu'ils prétendent avoir reconquis sont des territoires qui ont été laissés à l'abandon aux Russes, largement laissés à l'abandon, j'ai envie de dire, et sur lesquels les Russes n'ont pas été chassés, mais sont partis tranquillement, sans la moindre attaque ukrainienne. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? On ne le sait pas, mais une chose est certaine, c'est qu'effectivement, l'idée que l'Occident maintienne la guerre, oui. Avec des moyens nécessaires et suffisants, non. L'idée qu'ils reconstruiront les infrastructures en période de guerre, c'est une chimère impossible à réaliser, parce que pour reconstruire, il faut qu'il y ait la paix. On ne peut pas apporter du matériel pour la reconstruction en étant bombardé. Puis surtout, même si vous reconstruisez sur un théâtre d'opération militaire,
une minute après, les Russes peuvent parfaitement frapper à nouveau les rares infrastructures qui vont être mises en place. Les seules infrastructures qu'on va installer, effectivement, ce seront sans doute des ponts pour relier, en termes de logistique, l'armement qui serait livré par l'OTAN à l'Ukraine, mais ça n'irait pas plus loin que ça. Alors, Linda Labaoui, dans un entretien accordé le 7 décembre dernier, eh bien, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel a déclaré, du moins a regretté, elle a regretté l'offre faite en 2008 à la Géorgie et à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Alors, pourquoi, selon vous, ce regret exprimé aujourd'hui par Madame Merkel? Est-ce que c'est parce que, selon certains, certains estiment tout simplement que au travers de la crise ukrainienne, l'OTAN finalement a fabriqué ce qu'ils appellent aujourd'hui un monstre, donc Vladimir Poutine? Vous savez, Merkel s'est adressée aux Allemands pour calmer le jeu, parce qu'on voit de plus en plus de manifestations d'Allemands avec des drapeaux russes à demander d'ouvrir Nord Stream 1 ou Nord Stream 2, oui. de réparer aussi. Donc Merkel essaye de calmer un peu les esprits, parce qu'elle veut donner bonne conscience, pas se donner. Ces gens-là n'ont pas de conscience. Maintenant, concernant cette crise et l'OTAN, la guerre secrète de l'OTAN contre Poutine, non, c'est les États-Unis contre le monde entier. C'est ça le véritable sujet. Ils se sont déjà appropriés l'Europe. L'Europe est complètement soumise aux États-Unis et ils veulent faire autant avec les autres pays. On aura remarqué qu'à chaque fois qu'un pays n'a pas voulu suivre les États-Unis dans une quelconque opération, eh ben il a eu ce que Kadhafi a eu ou Saddam Hussein a eu au départ, où il y a eu des déstabilisations, il y a eu tout ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, tout ça. Donc c'est les États-Unis à partir de 1991. Ils se sont appropriés le monde, ils veulent continuer. La surprise qu'ils ont eue, c'était à partir de 2008. Ils ont remarqué que les Russes n'étaient pas aussi faibles que ça. Donc, la guerre du gaz continue. Mais si je dois bien expliquer la chose, il faut, on attaque la Russie pour l'affaiblir au niveau économique, et puis les Américains ont essayé de sortir l'Europe, qui est très pauvre en énergie, de les sortir justement de l'énergie russe pour qu'ils puissent attaquer. On parlait de 2027 et Poutine leur a dit, ben non, on va pas attendre, donc autant couper tout. Et il a commencé cette opération spéciale. Et maintenant, on parle de guerre. C'est Poutine qui a employé la première fois le mot guerre. Donc, c'était pour affaiblir les Russes, mais pour affaiblir également les Chinois. Mais pas uniquement ça. C'est soumettre vraiment le monde. Depuis 48 heures, il se passe des choses, mais extraordinaires en Méditerranée. Je vais commencer par rappeler quand il y a eu le sommet États-Unis-Afrique, le seul qui s'est déplacé au Pentagone, et puis il n'y avait pas que les Américains qui l'attendaient, il y avait le ministre de la Défense israélien, c'était Sisi. Il a signé avec les États-Unis, et à partir de ce moment-là, eh ben les Égyptiens, par Syntcom, on leur a donné le pouvoir de gérer la mer Rouge jusqu'à la Corne. Je vous ai tout envoyé concernant ce dossier, donc on peut le vérifier. Et qu'est-ce qu'il y a en mer Rouge? Il y a du gaz. Mais de l'autre côté, après le canal de Suez, on tombe dans la Méditerranée. La Méditerranée, il y a énormément de gaz. Et ce gaz-là, il y a une partie qui appartient à l'Égypte. L'Égypte l'a vendu. C'est les États-Unis qui s'en chargent. On voit qu'il y a un conflit entre le Liban et Israël. Et puis là, les Américains ont essayé de calmer le jeu, tracer des frontières justement pour ne pas provoquer les Libanais et puis pour ne pas que les chiites de Hezbollah rentrent en guerre, parce que ce n'est pas le moment. Mais si on continue actuellement vers l'île de la Crète, il y a 3 porte-avions. Il y a le Charles de Gaulle, il y a le Ford américain, il y a un porte-avions italien, je connais pas son nom, qui sont contre les Turcs, et les Turcs ne se laissent pas faire. Les Anglais ont intervenu il y a quelques jours, les Turcs ont riposté, ils ont même tiré sur les Anglais, et tout ça
pour essayer d'exploiter le gaz qui est en Méditerranée, qui était prévu pour alimenter l'Europe. Donc, ça, c'est beaucoup plus profond que l'histoire des Russes, et puis c'est le monde entier qui est concerné. Et qu'est-ce qui s'est passé en même temps qu'il y a cette guerre de gaz et cette guerre de porte-avions en Méditerranée? Là, les Américains ont armé jusqu'aux dents les Kurdes, dont ce qu'ils appellent en Syrie, la région qu'ils appellent les républicains. Et ça, c'est contre la Syrie et contre la Turquie. Et les Turcs, ils sont, à partir du 24, entre le 24 et le 28 février de cette année, ils vont sortir de ce qu'on a appelé les accords de Lausanne. Les accords de Lausanne avaient complètement bâillonné les Turcs. Ils ne pouvaient pas exploiter toutes les ressources minières ou gazières ou ce qu'ils ont dans leur pays. Mais à partir du 28 février, ils peuvent. Au niveau de la loi maritime, le premier qui arrive à exploiter, à extraire du gaz ou du pétrole, il met tout le monde sur le fait accompli et c'est à lui. C'est ce qu'ils veulent faire actuellement, extraire le plus tôt possible du gaz de la Méditerranée et mettre les Turcs sur le fait accompli, les Syriens et les Libanais. Donc, tous ces pays-là se sont alignés à Poutine ou aux Russes parce qu'ils sont concernés. Les Américains se sont appropriés de tout ce qui est est de la Méditerranée, tout le gaz. Il n'y a que leur société. Ils ont laissé à Total côté Crète. C'est tout ce que Total possède et ils sont associés avec les Italiens. Donc c'est un micmac pas possible et c'est ça qui devait alimenter l'Europe en énergie à partir de 2027. Et Poutine a réagi avant et tout le monde s'est aligné avec. Et quand je vous ai parlé de la mer Rouge, qui c'est qui est lésé dans l'histoire? C'est les pays africains qui donnent comme Djibouti, comme il y a aussi chez Abiy Ahmed l'Éthiopie, comme ces pays-là sont lésés. La Somalie aussi est lésée, alors que c'est un pays qui a été appauvri jusqu'au bout. Et c'est les Égyptiens qui jouent aux gendarmes. Quand je parle souvent de l'Égypte, on croit que j'ai quelque chose contre eux. J'ai rien contre eux. Il y a tous ces dossiers, je vous les ai envoyés. Et c'est même des Égyptiens qui parlent, qui expliquent ce qu'ils sont en train de faire. Des ministres égyptiens qui expliquent tout ça. La semaine dernière, quelque chose d'extraordinaire que je dois dire aussi, c'est qu'il y a les forces spéciales russes qui sont arrivées en Arabie Saoudite et c'est eux maintenant qui protègent Ben Salman. Ben Salman qui se retourne contrairement à l'Égypte, qui a toujours joué contre les pays africains et les pays arabes. J'avais entendu justement une émission où l'un de vos intervenants qui intervenait sur une autre chaîne, il comprenait pas pourquoi l'Égypte est avec Syntcom. Voilà pourquoi l'Égypte est avec Syntcom. Et les accords qui ont été signés lors du sommet aux États-Unis, ça joue contre tout le monde et ça a modifié complètement la carte géographique au point où actuellement c'est la Turquie qui en bave et il y a une très très forte pression sur la Turquie. Tout ça parce que la Turquie ne veut pas ouvrir le Dardanelles et le Bosphore. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la mer Rouge qui est concernée et c'est le gaz qui est concerné. La mer Rouge, en réalité, c'est une mer de gaz. Et là, c'est les Turcs et les Russes qui ont tout fait pour protéger cette mer et pour ne pas qu'il y ait justement d'exploitation et d'empêcher les Américains de rentrer. Le porte-avions Ford, ça fait 2 mois qu'il est là. Il a essayé plusieurs fois de rentrer par le Bosphore et les Turcs n'ont pas accepté. Il y a eu plusieurs fois des tirs entre les Turcs, les Français, les Turcs, les Anglais. Tout ça, ça concerne le gaz et ça concerne l'énergie pour l'Europe, mais pour affaiblir la Russie, donc affaiblir les Chinois, l'Inde, tout ça, et soumettre le monde entier aux États-Unis. Si ça échoue, donc on aura gagné. Il faut surtout pas que les Russes échouent. Et
ils ne le disent pas, on ne le montre pas. On a bien vu que Ben Salman il joue dans la même cour des Russes. On a vu que les Chinois soutiennent, l'Inde soutient aussi. Donc nous sommes tous concernés par cette guerre de gaz. Ce qui commence un petit peu à voir le jour, c'est le fameux gazoduc qui devait passer par l'Algérie. Ils ont voulu à tout prix, ont voulu le faire passer par le Maroc. Tout ça parce qu'il y a des pays qui sont alliés justement à la Russie ou à la Chine, et on n'a pas voulu dépendre énergiquement d'eux, comme l'Algérie par exemple, la Libye aussi. Cette guerre n'a pas commencé hier, elle a commencé en 2003. La véritable guerre de gaz, c'est une fois qu'ils avaient fini avec l'Irak que la nouvelle feuille de route s'est mise. Donc c'est les États-Unis contre le monde entier, avec son bras qui frappe, bien sûr, c'est l'OTAN, mais l'OTAN, les pays de l'OTAN, ça fait longtemps qu'ils sont soumis aux Américains, et à chaque fois qu'il y a un pays qui a voulu bouger, ils l'ont remis en place, comme Macron quand il a dit vous nous vendez le gaz 4 fois plus cher. Et là, pareil par rapport aux Polonais, il y a un désaccord total depuis hier, et les Polonais ont annoncé qu'ils allaient annexer l'ouest de l'Ukraine. Donc il y a un désaccord qui commence à se creuser entre les Polonais et entre l'OTAN. Donc c'est une guerre qui est véritable, ce n'est pas une opération spéciale, et ce n'est pas la Russie qui est concernée, c'est le monde entier qui est concerné pour se débarrasser. Gilles Mériel, et je poserai la question tout à l'heure à Gamal Abina, mais avant, Dimi Dalédo, revenons un peu sur ces déclarations d'Angela Merkel, parce que Linda Labaoui disait à l'instant qu'elle essaie tout simplement de faire bonne figure ou de donner l'impression d'avoir une bonne conscience, justement, parce qu'on sait aujourd'hui que près d'un an après son départ, la chancelière allemande Angela Merkel révèle aujourd'hui, d'une certaine façon, les dessous de la diplomatie euro-atlantique. Elle a d'ailleurs récemment éclairé sur les zones d'ombre du processus qui, en 20 ans, a conduit à ce qu'elle qualifie d'ensauvagement, c'est-à-dire à l'ensauvagement entre guillemets de la Russie, mais également et à la ruine de l'Ukraine. Alors comment comprendre aujourd'hui que l'ex-chancelière allemande Angela Merkel se livre à un tel discours? Est-ce qu'il est possible, selon vous précisément, qu'elle ait des regrets par rapport à la conduite ou par rapport à la manière dont se conduit l'OTAN aujourd'hui dans cette crise ukrainienne? Dimi, est-ce que vous pouvez l'activer? On ne vous entend pas. Ah oui, pardon. Alors, c'est une bonne question parce que, vous savez, Madame Merkel, comme tous les dirigeants européens, faut pas oublier qu'elle est grandement, c'est une représentante du capital financier internationalisé. On le sait, c'est une représentante de l'impérialisme allemand, et qui plus est le premier pays impérialiste en Europe. C'est Berlin qui dirige en Europe. Et pas que ce soit les années 90, l'OTAN avait, on va pas revenir sur les causes de cet effondrement, hein. On sait que, notamment sur la question d'Afghanistan, la question idéologique, la question de la seconde économie, la question de la guerre des étoiles, enfin la course aux étoiles, etc. Tous ces éléments qui ont malheureusement, qui furent des mauvais choix et qui ont précipité la chute de l'Union soviétique et donc de tout le bloc de l'Est à l'époque. Mais faut pas oublier une chose, c'est que concrètement, appelons un chat, quand l'Union soviétique et le bloc de l'Est s'effondrent à l'époque, ça a été la victoire du capitalisme sur le socialisme, une de leurs victoires, mais une victoire économique, sociale, une victoire matérielle. C'est pas forcément une victoire idéologique. Vous voyez, faut pas confondre la victoire matérielle quand on gagne avec une armée, quand une armée écrase une autre armée, ça veut pas dire qu'on a écrasé les idées. On le sait bien, nous. Donc, Madame Merkel sait très bien que la chute de l'Union soviétique et du bloc de l'Est ne voulait pas dire chute d'une idée.
Et l'idée du socialisme, c'est d'abord l'idée de, s'il y avait deux mots pour expliquer, deux mots qui reflèteraient toute l'orientation générale du socialisme, c'est tout simplement égalité sociale. Égalité sociale. Et l'égalité sociale, dans le bloc de l'Est, a passé comme, et ça doit passer par la socialisation des moyens de production. On en reparlera tout à l'heure, j'espère. En Corée du Nord, par exemple, en Corée du Nord, tout est socialisé. C'est-à-dire qu'en fait, la socialisation des moyens de production, ça veut dire que lorsque vous créez des marchandises, quand vous produisez des marchandises, vous produisez des marchandises qui sont vendues, etc. Et la différence entre la différence entre le socialisme et le capitalisme, et donc lorsque les moyens de production sont socialisés, ça veut dire que la somme totale de la valeur qui est générée, la somme totale de la valeur qui a été générée par la vente des marchandises, etc., est réinjectée dans toute la société, et c'est toute la société qui en profite. Cette valeur n'est pas réinjectée dans les comptes en banque, dans les poches d'une minorité exploiteuse. Vous voyez, c'est toute la différence. C'est pour ça que, par exemple, ils sont incapables d'arrêter la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que tout est socialisé en Corée du Nord. Vous voyez, c'est un petit peu comme en Russie. Alors en Russie, c'est pas du socialisme, c'est pas une socialisation des moyens de production d'État, et qui se base sur des restes idéologiques du socialisme, et les deux combinés font que la Russie est instoppable. Pourquoi? Parce que il y a des restes du socialisme au niveau des idées, et ils gardent le contrôle sur la valeur qui est créée. Quand on crée de la valeur en Russie, elle reste en Russie, en fait. En France, franchement, on est idiots en France. On crée de la valeur, et les mecs, une fois qu'ils ont créé, ils se barrent dans des paradis fiscaux. Et les Français, ils sont assez idiots pour les admirer, sous prétexte qu'ils ont été dans les grandes écoles bourgeoises. Non, mais c'est vrai que c'est idiot. Mais on est des moutons en France. Vous voyez? On a des gars qui viennent, ils produisent, une fois qu'ils ont produit, ils prennent le fric, ils se barrent dans les paradis fiscaux, et nous, on les admire. Non, ouais, franchement, c'est idiot. Bref. Et de Madame Merkel, donc, bref, pour répondre à votre question, c'est pas des regrets, mais elle a très bien compris que, à partir du moment où on a compris que les idées du socialisme ne se sont pas effondrées, alors évidemment, je suis socialiste, mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas un retour du socialisme du XXe siècle. On est au XXIe siècle. Il faut prendre en considération les nouvelles caractéristiques propres du XXIe siècle. L'intelligence artificielle, qui va considérablement révolutionner les process de production. Il faut prendre en compte le GNL, les nouveaux facteurs, les infrastructures que nous devons développer pour pouvoir développer le GNL, le cyberespace, c'est-à-dire tout ce qui est Internet, etc., les logiciels qui vont prendre des décisions, qui vont se substituer aux décisions humaines, mais tout en faisant en sorte que les humains gardent le contrôle sur ce logiciel. Ça, on est vraiment dans le socialisme du XXIe siècle. Mais la socialisation des moyens de production s'impose. Et ça, Madame Merkel le sait. Elle sait, Madame Merkel. N'oubliez pas que là, dernièrement, il y a eu un coup d'État, personne n'en parle. Il y a eu une tentative de coup d'État très grave en Allemagne. Tous les médias mondiaux, et d'abord en Europe, n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que ça serait une panique. Ça serait la panique si c'était médiatisé. Une panique qui serait presque une panique comme le Covid-19. Vous rendez-vous compte, le gouvernement de Berlin, le premier impérialisme en Europe a failli tomber par un coup d'État dans lequel il y avait des militants. Alors on dit extrême droite machin, ça reste à démontrer. En tout cas avec des militants anti-gouvernement allemand et qui avaient des soutiens financiers, matériels, moral, politique. Il y avait des militaires, il y avait des économistes, il y avait des politiciens, il y avait tout le monde. Un des premiers gouvernements impérialistes mondiaux a failli tomber. Donc c'est pas pour rien. C'est parce que même si, après la chute de l'Union soviétique dans les années 90 et après la chute de l'Est, même s'ils ont gagné sur le plan économique, social, sur le plan idéologique, ils n'ont pas forcément gagné. Et Madame Merkel le sait. Et elle sait très bien que la première force du bloc du Nouveau Monde à l'Est, la première force de Pékin et de Moscou, c'est le fait qu'ils sont capitalisme, monopoliste d'État, valeurs produites, etc., qui restent là. Ils ont des perspectives de développement économique fulgurants. Et ils savent, Berlin sait très bien que sur le plan idéologique, Pékin et Moscou peuvent s'appuyer sur leur passé socialiste. Ils peuvent s'appuyer sur cette expérience du socialisme. Ils peuvent s'appuyer sur cette autocritique qu'ils ont déjà faite. Et je vous rappellerai quand même que Pékin a toujours prôné
le socialisme du 21e siècle. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ils ont toujours dit qu'ils pratiquaient le socialisme du 21e siècle, qui prenait en considération une nouvelle caractéristique du socialisme actuel, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le capital financier, c'est-à-dire le cyberespace, c'est-à-dire le GNL, la nouvelle alimentation mondiale, et tout ça sont prises en considération. Donc Madame Merkel le sait. Donc elle ne regrette pas, mais en même temps elle peut pas le nier. Elle peut pas dire, si vous voulez, non, les idées socialistes n'existent plus. On entend souvent, ouais, c'est folklorique. Bah non, c'est pas folklorique, vous voyez, c'est pas folklorique le socialisme, parce que c'est d'abord une société économique et sociale. Arrêtons de dire que c'est folklorique. Ça, c'est ça. Ceux qui disent que les idées socialistes et les idées qui s'orientent vers la socialisation des modes de production sont folkloriques, c'est ceux qui comprennent pas le monde qui les entoure. Au contraire, parce que c'est une nécessité économique, sociale, matérielle immédiate. Madame Merkel le sait, et c'est pour ça qu'elle ne nie pas cette réalité économique et sociale, mais attention, elle ne le regrette pas, parce que ça reste une grande représentante de l'impérialisme internationalisé. Merci beaucoup pour toutes tes explications. Alors, Gamal Abina, une autre question concerne justement, parce que vous disiez tout à l'heure, vous le réitérez d'ailleurs très souvent, ces armes que fournissent Paris ou l'OTAN en général à l'Ukraine, ce sont des armes pas très sophistiquées, parfois obsolètes, pas de dernière génération. Alors, pourquoi, malgré tout cela, l'OTAN continue tout de même à mener cette guerre secrète contre la Russie de Vladimir Poutine? Est-ce finalement parce que certains considèrent que la Russie, en réalité, est une puissance, une grande puissance, une vraie puissance, et sauf qu'elle est fragile. C'est une puissance qui est une réalité, mais sauf que la Russie est fragile. Selon vous, qu'est-ce qui fragilise autant la Russie, si tant est que il y a fragilité quelque part? Parce qu'on sait quand même que la Russie d'aujourd'hui, c'est bien plus qu'un lieu géographique. C'est une grande puissance en matière de technologie industrielle, énergétique et militaire. Et malgré sa démographie, qui, selon certains, cause un peu la précarité de ce pays, je ne partage pas forcément cet avis, mais je ne donne pas le mien, c'est un pays qui tout de même est le premier exportateur mondial d'hydrocarbures, le premier fournisseur de l'Union européenne en matière de pétrole, de gaz, tout le monde le sait. C'est aussi le premier exportateur de blé et c'est enfin le deuxième exportateur mondial d'armement et l'un des trois, ou alors l'une des trois puissances spatiales dans le monde. Alors si finalement la Russie est autant forte ou alors autant puissante, pourquoi dans le même temps elle semble faible à bien des égards? Pourquoi cette petite contradiction ou ce paradoxe, Gamal Abina? Il faut expliquer rapidement l'histoire, ça va être un peu long à expliquer, mais très rapidement, on a une Russie qui de 45 à 90 avait privilégié les industries lourdes, donc tout ce qui était minier, tout ce qui était acier, charbon et extraction pétrolière et gazière, avait privilégié effectivement la guerre, la conquête de l'espace. Donc c'était les premiers à avoir vaincu cette question en passant par l'envoi d'un chien dans l'espace, Laika, et puis ensuite un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Donc elle a investi énormément d'argent dans cette bataille. Donc la guerre de l'espace, c'est quoi? C'est une guerre économique évidemment, c'est surtout une guerre militaire. Il faut se rappeler que l'investissement dans l'espace, ça a commencé par les nazis quand ils ont envoyé le V2. Donc ça veut dire que le programme spatial russe comme le programme spatial américain, qui a été mené par von Braun, qui est un ingénieur allemand nazi, ont été développés parce que les nazis avaient fait le travail à l'origine et que les Russes et les Américains ont fait une guerre de conquête de l'espace, donc pour pouvoir y parvenir. Ensuite, il y a la guerre évidemment de ce qu'on appelait les missiles, enfin toutes ces questions de technologie militaire qui ont été mises en avant, qui ont été une guerre de surenchère de la part des Américains et qui a été remportée haut la main par les Américains parce qu'ils ont réussi à faire tendre un piège aux Russes en les épuisant dans une guerre inutile avec ce fameux programme spatial que les Américains avaient annoncé, avaient vanté, qu'ils appelaient Star Wars. Donc c'est une façon de dire qu'il y avait la possibilité de pouvoir sanctuariser le territoire américain en interceptant les missiles russes hypercontinentaux, donc ces fameux missiles d'origine qui devaient supercontinentaux, hypercontinentaux, qui devaient passer d'un territoire à l'autre dans un délai très court. Les Américains avaient dit aux Russes qu'ils avaient la possibilité de les intercepter, qu'il n'y avait donc aucune possibilité pour que les Russes les frappent sur leur territoire. Il y a eu une guerre comme ça de surenchère, plus une guerre inutile qui a duré 10 ans en Afghanistan, qui a épuisé littéralement les capacités économiques russes, puis qui se sont épuisées sur une guerre qui a tué beaucoup de jeunes d'ailleurs russes, à pas l'oublier. Donc la Russie a un paradoxe, c'est que c'est un pays qui a mis le paquet sur les industries lourdes, d'extraction minière et gazière pétrolière, qui a mis le paquet sur le militaire, mais qui avait négligé l'industrie civile,
qui avait négligé évidemment les capacités à améliorer les conditions objectives de vie des populations russes à telle enseigne qu'au bout d'un moment, on devait faire la queue pendant des heures pour avoir un paquet de riz. Donc c'est ça la Russie, c'est un pays de paradoxe, à la fois puissant militairement et à l'origine faible sur le plan des industries générales légères et de la capacité à produire de la richesse pour la population et une condition de vie à peu près acceptable. Puis par la suite, on a eu un développement, il y a eu l'arrivée d'Eltsine qui a fragilisé puisqu'il a privatisé massivement les rares richesses qui restaient à la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Et lorsque Poutine arrive en 99 aux affaires, 99-2000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Poutine veut rétablir l'économie russe, au moins sur le plan de ce qu'on appelle les industries lourdes et la macroéconomie. Il a réussi avec pas mal de réussites à moderniser l'armée qui était en perte de vitesse, à récupérer ce que les oligarques avaient confisqué, à savoir l'exploitation gazière, pétrolière et Gazprom, avec toutes les grosses firmes qui étaient dans les exploitations minières. Et il a poursuivi évidemment ces fameux oligarques qui ont pris refuge en Occident, comme bien entendu. Ensuite, une fois qu'il a récupéré les capacités, j'allais dire les bijoux de famille de la Russie, après il a commencé à envisager la modernisation du pays par d'autres moyens et surtout pour commencer à investir par des nouvelles technologies pour rattraper son retard dans le domaine de l'informatique et de l'électronique et de tout ce qui est production de programmes software. Tout cela s'est fait au fur et à mesure et la guerre qui avait démarré en 2014 a accéléré le processus des Russes de vouloir s'autonomiser. C'est-à-dire qu'ils étaient pas forcément un grand producteur de pétrole, de blé plutôt et de produits agroalimentaires. Ils s'y sont mis. Ils n'étaient pas tellement bons dans le secteur bancaire, ils se sont améliorés. Ils n'étaient pas bons dans le secteur informatique. Ils ont aussi développé pas mal de ces parties-là. Ils ont rattrapé leur retard sur l'industrie civile, puisque on sait que les Russes savent fabriquer beaucoup de matériel militaire, mais très peu de matériel civil pour l'aviation, par exemple. L'aviation civile n'appartenait pas aux Russes. Bref. En substance, les Russes ont commencé à rattraper un retard parce qu'il a été très long, parce que le pays, qui est un immense pays, c'est là où il y a l'autre aspect de sa force, c'est que c'est un État-continent, c'est le plus grand pays de la planète, c'est une fédération d'États. Ils ont ils touchent à toutes les mers de la Terre, ils ont accès à tout, que ce soit le Pacifique, l'Atlantique, ils passent partout par le nord, par le sud. Les Russes sont très très présents sur un plan géopolitique, évidemment, et géographique. Et donc la plus grande puissance en termes de surface de la Terre et la plus grande puissance militaire, la seconde puissance militaire, première puissance militaire sur le plan du nucléaire, un pays qui était très inventif mais qui a reculé parce que précisément ils ont fait des choix stratégiques militaires qui ont été des aventures qui ont mené à la perte de leur puissance. C'est un pays qui cultive les paradoxes, un peu comme l'Inde d'ailleurs, qui envoie des satellites dans l'espace et qui a une population très pauvre. Donc les Russes ont un autre problème qui est important, et ça Poutine le sait parfaitement, c'est que c'est un pays qui perd à peu près entre 500 000 et 1 million d'habitants par an, parce que la population vieillit, parce qu'il y a un renouvellement de la population qui ne se fait pas. Donc on a un pays qui a un recul considérable du nombre d'habitants, ce qui fait que cette fameuse pyramide des âges leur est très défavorable. Aujourd'hui, la population russe a une population vieillissante qui se renouvelle pas, qui a du mal à pouvoir pousser à la natalité, évidemment, puisque les Russes sont modernes et que la fameuse transition démographique est faite en Russie. Et donc tous ces éléments font qu'il y a plusieurs paradoxes. C'est un pays qui est immense et en même temps qui sous-exploite ses capacités malgré tout. C'est un pays qui avait négligé le secteur de l'industrie civile. C'est un pays qui avait des ambitions militaires qu'il a atteintes, mais au bout d'un moment, elles ont atteint un plafond parce qu'ils étaient en retard sur un plan technologique. Ils l'ont rattrapé. C'est un pays qui a des capacités offensives considérables aujourd'hui. On sait qu'ils ont développé des missiles hypersoniques qui leur permettent de toucher n'importe quel territoire de la Terre sans aucune difficulté et sans jamais être intercepté. Et c'est un pays qui a des ambitions effectivement impériales. Alors, il est normal que la Russie ait ses ambitions. C'est un immense pays, surtout c'est une ancienne tradition impériale. Tout comme les États-Unis, on voit aujourd'hui qu'il y a le nouvel impérialisme. Tout comme l'Occident, effectivement, les Russes ont une tradition impériale de longue date, non pas colonialiste, mais impériale dans la mesure où ils s'imposent en tant qu'empire. Et ce qui fait que la Russie aujourd'hui a ces paradoxes, précisément, c'est parce qu'il a fallu du temps pour rattraper les retards, qu'il a fallu restructurer le pays, qu'il a fallu récupérer les moyens de production qui avaient été privatisés au profit des oligarques, qu'il a fallu moderniser le pays parce qu'il y a eu un grand retard qui avait été accusé à cause de la guerre, de cette espèce de surenchère de concurrence militaire, puisque c'est ce qui a affaibli la Russie. Et aujourd'hui, les Russes veulent sanctuariser leur territoire, veulent sécuriser les alliés à leurs frontières, veulent faire en sorte que le pays ne soit plus le théâtre d'opérations de déstabilisation ou de volonté de vouloir les affaiblir. Donc, on pense que la Russie est un pays pauvre. C'est pas vrai, c'est un pays très riche, surtout avec le gaz et le pétrole aujourd'hui, c'est l'explosion des revenus. C'est un pays qui n'a pas de dette, c'est un pays qui a des revenus considérables qui ont été multipliés par 4 en un an. En même temps, on pense que c'est un pays qui est faible sur un plan militaire, c'est faux, c'est la première puissance de fait. Et surtout, on pense que la Russie est un pays, on voudrait dire qu'il a un PIB qui serait équivalent du Portugal, ce qui n'a aucun sens.
Il est certain qu'il y a des faiblesses structurelles en Russie, mais il y a aussi des forces. Donc c'est vrai que le paradoxe fait que d'un côté, sur le plan militaire, c'est la tradition russe et infrastructurelle lourde, ils sont puissants. Sur le léger, ils sont pas très forts, ça s'améliore, mais c'est vrai qu'ils ont du retard et beaucoup de retard à rattraper. Et sur le plan de la puissance naturelle, à savoir la superficie, c'est un immense pays avec une population qui est très peu, je crois il y a moins de 200 millions d'habitants maintenant, qui est pas tellement importante. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de monde en Russie. Voilà les paradoxes qui font que la Russie a à la fois des forces et des faiblesses. Poutine l'a parfaitement identifié, a voulu rattraper ses retards, mais il n'en demeure pas moins que on peut pas réformer un pays en 20 ans. Il faut minimum 50 ans quasiment. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et la montée en puissance de la Russie qui est observable, c'est pas difficile à voir. Je veux dire par exemple l'autonomisation des Russes par rapport à la production céréalière, elle est totale aujourd'hui. La Russie est le principal pays au monde à avoir toutes les terres rares possibles et imaginables. Ils ont la majorité des terres rares avec les Chinois. Ils partagent évidemment des intérêts communs. Donc la Russie est forte de ses alliances aussi, faut pas l'oublier, mais sa faiblesse structurelle à l'origine, qui est en train d'être compensée, reste quand même existante. Le PIB russe n'est pas très élevé, c'est vrai, il ne fait que s'accroître, mais c'est un rattrapage de retard considérable, parce qu'il faut pas oublier que la Russie de 91 était un pays qui était ruiné. Donc on parle d'un pays qui était très bas, déstructuré, ruiné, qui a failli d'ailleurs finir en guerre civile pour certains endroits, qui a failli démembrer, puisque c'est une fédération d'États. Elle a résisté à tout cela. Maintenant, elle est en train de sécuriser ses États fédérés. Déjà, pour commencer, on a vu la guerre de Tchétchénie, mais pas seulement. Et maintenant, elle veut fédérer les alliés qu'elle avait traditionnels. Et tout cela commence à conduire à penser qu'effectivement, la Russie, qu'on prétendait être moins forte, reste quand même une grande puissance, même si sur un plan économique, il y a beaucoup de choses à rattraper. Les Russes ont beaucoup de retard. Ils sont en train de rattraper ce retard, mais on voit bien, par exemple, sur la question du système bancaire, ils ont failli être sanctionnés, c'est les Chinois qui les ont sauvés. Donc il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites par les Russes, mais il faut du temps. Et effectivement, le temps fera son œuvre si effectivement la guerre ne dure pas. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va passer à notre deuxième thématique de géopolitique internationale ce matin. Mais avant, et quand on passera à cette seconde thématique, à cette deuxième thématique, j'allais dire, concernant les relations entre la Corée du Sud, les États-Unis et puis la Corée du Nord de Kim Jong-un, on commencera avec le professeur François Ndenge qui nous a rejoint. Mais avant, Linda Larbaoui, pour sortir complètement de ce sujet, puisqu'on est dans une logique historique et de rappel, voilà, et même géographique tout à l'heure avec Gamal Abina, très rapidement, en quelques secondes seulement, Linda Larbaoui, est-ce que vous partagez, j'aimerais vous poser cette question, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que c'est en réalité la Russie qui devrait, par exemple, être appelée, qui mériterait d'être appelé l'Empire du Milieu, parce que c'est un pays qui est étiré entre la mer Baltique et l'océan Pacifique. Donc en réalité, le monde russe est au cœur de l'Eurasie, au point de rencontre du monde chinois, du monde turco-iranien et du monde européen. Donc bien plus que la Chine, selon ces personnes, c'est bien la Russie qui devrait être appelée Empire du Milieu, dans la continuité de l'Empire mongol. Elle est le grand unificateur finalement de l'Eurasie. Donc, il ne s'agit peut-être pas finalement d'une formule en l'air, mais peut-être d'une formule bien concrète. Qu'est-ce que vous en pensez, Linda Larbaoui? Très rapidement, en 30 secondes seulement. Je vous rappelle juste que la Russie fait plus de 18 millions de kilomètres carrés. Et la Russie, c'est le pays le plus grand que le monde a connu. Le seul empire qui l'avait dépassé à un moment, c'était l'Empire ottoman. Et c'est ça qui fait que les Russes ont beaucoup de problèmes à essayer de gérer leurs frontières. Mais véritablement, c'est la Russie. Pour moi, c'est la première force au monde, parce que, je vais terminer avec ça, les Russes actuellement subissent presque 12 000 sanctions. 12 000. Est-ce qu'on se rend compte de tout ça? La Russie, c'est une bonne partie du monde, tout simplement. En rappelant tout simplement que la Russie, justement, en matière d'habitants, compte à la fois les habitants, par exemple, de la France et de l'Allemagne. Voilà. On va passer sans transition à notre deuxième thématique. On parle des relations de plus en plus tendues entre Pyongyang, Washington et Kim Jong-un. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer avec vous sur ce sujet. Professeur François Ndengui, bonjour à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette nouvelle édition de Géopolitique internationale. Alors, après les déclarations de Kim Jong-un, finalement, Washington et Séoul préparent une réponse en cas de frappe nucléaire nord-coréenne. Est-ce qu'il est possible qu'on s'attende dans les semaines ou les mois à venir à une crise entre ces trois-là, professeur? Merci pour votre invitation et je salue tous les panélistes. Je ne suis pas spécialiste des questions nord-coréennes, donc je vais répondre, si l'on peut dire, en amateur. Pour cela, il faut toujours se rappeler l'histoire. La guerre de Corée a eu lieu et cette guerre qui n'est jamais terminée, en fait, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de paix, a coupé ce pays en deux. Alors, maintenant, il y a des tensions entre les deux pays, les deux parties du Corée, et malheureusement, il y a l'intervention américaine. Comme toujours, et ce sera peut-être la marque de fabrique des États-Unis, après que l'histoire viendra regarder tout ce qui s'est passé des siècles plus tard, on aura remarqué que les États-Unis, lors de leur puissance, au lieu d'agir pour l'intégration ou l'amitié, s'est toujours interposé entre des peuples qui pouvaient régler leurs problèmes eux-mêmes. Moi, je crois qu'il faut laisser les peuples régler leurs problèmes eux-mêmes. Les États-Unis sont intervenus au Vietnam. Vous vous rappelez, ils ont coupé le Vietnam en deux. Il y avait un Sud-Vietnam, un Nord-Vietnam. Au lieu de laisser les Vietnamiens entre eux, même s'il y a une guerre civile entre un pays tiers ne doit pas intervenir pour prendre parti et activer le feu, surtout quand on a de la puissance. On doit utiliser cette puissance pour l'unité des nations et non pour les diviser. Les États-Unis ont contribué largement aux souffrances du peuple de Vietnam. Je ne vais pas revenir sur le cas de la Chine, où les États-Unis ont soutenu Chiang Kai-shek et Taïwan jusqu'à la fin, incluant même d'avoir une base militaire à Taïwan à un certain moment donné. Vous voyez même aujourd'hui le problème, le conflit malheureux qui est une tragédie entre deux peuples slaves, les Ukrainiens et les Russes. C'est un conflit qui aurait pu se régler entre Ukrainiens et Russes. Ce sont deux peuples slaves. Il n'y a pas de raison qu'il y ait cette boucherie. Je plains beaucoup les Ukrainiens qui sont morts, évidemment aussi les Russes. Mais s'il n'y avait pas l'intervention américaine, c'est un problème qui se serait réglé et ils auraient arrangé leurs choses. Donc, on peut faire une longue liste des interventions déstabilisatrices des États-Unis qui utilisent leur puissance au lieu de favoriser la paix et la coexistence ou bien à l'intérieur de familles, mais s'immiscent pour prendre un camp et utiliser le vieil adage divide and conquer, c'est-à-dire en français diviser pour régner. Sur le cas précis de la Corée qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord, jamais un peuple n'a été aussi homogène que ces deux populations. Alors, l'une des parties de la Corée du Nord estime que la présence militaire, n'oubliez pas qu'il y a des bases militaires américaines en Corée du Sud, cela constitue une menace. Et de ce point de vue, si l'on regarde les choses objectivement, on peut leur donner raison. Et alors, ils ont développé en conséquence des capacités militaires pour faire face à ce qu'ils considèrent comme une menace. Et on peut aussi leur donner raison là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour prendre le parti d'un autre. Je regarde les choses, comme je vous ai dit, en amateur. Je ne suis pas dans le secret des négociations militaires. Mais je crois que les États-Unis sont tombés dans un os. Si la Corée du Nord était la Libye, c'est-à-dire si elle n'avait pas développé des capacités militaires conséquentes et probablement l'arme nucléaire, elle aurait déjà été balayée. Et ceci est une leçon pour les Africains. Parce que pour moi, la chose capitale, c'est qu'un continent, un pays, développe ses capacités militaires pour faire face à toute menace, quelle qu'elle soit. Malheureusement, notre continent n'en est pas encore là. Et c'est pour ça que nous agissons plutôt comme un appendice, au lieu d'être un acteur
de premier rang dans le monde, étant donné la taille de l'Afrique, sa population et ses ressources. L'Afrique, parce qu'elle est divisée, elle est fracassée et elle n'a pas développé de capacité militaire conséquente, ne peut même pas peser le poids de la Corée. Et je vais terminer en disant ceci. Les États-Unis ont beau rôle de faire des déclarations, c'est l'action qui compte. Et nous jugerons les États-Unis par rapport à la Corée, à l'action. Rappelez-vous toutes les rodomontades de l'ancien président Donald Trump contre les Coréens. Donald Trump est passé, la Corée du Nord est toujours là, et il est très probable qu'elle se renforcera maintenant qu'elle aura non seulement l'appui de la Chine, mais que la Russie est en train de tisser des liens militaires, des liens diplomatiques, et on ne sait pas jusqu'où, peut-être des liens de défense, mais là encore je ne sais pas. Avec ces appuis de grande taille, les États-Unis ne pourront absolument rien faire de conséquent à la Corée du Nord. Merci. Pour cette analyse, alors Jimmy Dalédo, je vais poursuivre avec vous. La Corée du Sud, on le sait, appelé lundi dernier pour la première fois à des exercices nucléaires conjoints avec les États-Unis. Cela intervient donc à la suite de nouveaux essais de missiles balistiques par la Corée du Nord. Et donc la tension entre les deux Corées semble vive. Est-ce que finalement vous pensez qu'on pourrait s'attendre à une escalade en cette année 2023, notamment entre la Corée du Sud, les États-Unis et puis la Corée du Nord? Oui, alors c'est une très bonne question parce que oui, alors je reviendrai sur ce qu'a dit mon prédécesseur. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Il a utilisé un terme très juste lorsqu'il disait que la guerre de Corée n'était pas terminée. Effectivement, ça c'est la base d'analyse qu'on devrait tous savoir, c'est qu'effectivement, elle s'est jamais terminée. Et pire que ça, puisque non seulement la guerre de Corée ne s'est jamais terminée, mais on constate qu'en fait la Corée du Sud a été est militarisée par l'impérialisme nord-américain. Je prends un exemple concret. Il y a quelque temps, il y a eu c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement le président sud-coréen, monsieur. Alors je parle pas le sud-coréen, j'espère ne pas mal prononcer ce nom, monsieur Suk Yeol, qui disait, je cite, que la Corée du Sud sera le 4e exportateur mondial d'armement, derrière la France, la Russie et les États-Unis. C'est ce qu'il nous a dit ça dernièrement, et juste après avoir montré les dents, via ses obusiers automoteurs K9, après qu'un drone soi-disant qu'un drone nord-américain, un drone de la RPDC était passé dans les airs sud-coréens. Bref, il dit ça. Si le président sud-coréen dit ça, c'est pas pour rien. C'est que dans le même temps, la Corée du Sud a signé un contrat militaire avec l'impérialisme nord-américain, un contrat de plus de 15 milliards de dollars en matériel militaire. Donc 15 milliards de dollars, c'est pas rien. Et 15 milliards avec la Pologne. Mais qui dit Pologne dit États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Pologne fait le lien pour la Corée du Sud. La Pologne fait le lien entre Washington et Séoul. Alors, entre Washington et Séoul, la Pologne permet l'ancrage en Union européenne, permet de renforcer les liens entre l'impérialisme organisé au niveau européen et la Corée du Sud. Donc, s'ils ont signé un contrat la Corée du Sud a signé un contrat de plus de 15 milliards, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment, ils vont s'armer et ils vont utiliser ce matériel militaire. Il n'y a pas que de l'armement de défense. Ils ont aussi de l'armement d'attaque. Et donc, dans le même temps, quand on dit que la guerre de Corée n'est pas terminée, et je reviens encore une fois sur le plan idéologique, c'est que la Corée du Nord est en avance à 2 niveaux par rapport à la Corée du Sud. Elle est en avance sur le plan militaire, parce que la Corée du Nord, pardon, parce que normalement on ne devrait pas utiliser les termes de Corée du Nord, on devrait utiliser les termes de RPDC, la République populaire démocratique de Corée, c'est plus juste. Et elle est sur le plan militaire, économique et social, elle est beaucoup plus en avance que la Corée du Sud. Elle est dotée de la dissuasion nucléaire, elle est dotée d'une économie qui est du coup socialisée. Je vous rappellerai que les moyens de production en Corée du Nord en RPDC sont socialisés. Encore une fois, tout ce qui est produit en RPDC reste
en RPDC, ce qui lui donne un ascendant économique, social, politique et donc militaire sur la Corée du Sud, et donc pas sur le reste du monde, mais en tout cas ça lui permet de se stabiliser par rapport au reste du monde. Et ça c'est le premier point sur lequel elle en avance, et, sur le plan militaire, économique et social. Et sur le deuxième plan, c'est sur le plan idéologique. Le Juche est encore assez performant à RPDC, et le Juche, alors pour ceux qui ne savent pas, le Juche, alors j'espère que je le prononce pas mal, Juche, c'est une idéologie qui est assez progressiste, je dirais, assez juste, parce qu'elle se base sur des principes fondamentaux. Alors d'une manière très incomplète, le Juche se base sur l'égalité sociale, sur la répartition des richesses, sur l'autosuffisance, sur l'autodétermination des peuples et donc sur le peuple de la RPDC. Et d'une manière très incomplète, c'est un peu les bases de développement du Juche. Donc on voit bien que sur le plan idéologique et économique, social et militaire, la RPDC est très en avance. Deuxième élément qui démontre que la RPDC est plutôt en avance et qu'elle se laissera pas déstabiliser aussi rapidement, même s'il y a des accords et des complots, sans faire mon complotiste, entre la Corée du Sud, l'Union européenne et l'impérialisme nord-américain. C'est tout simplement le fait que la RPDC, malgré le fait qu'elle soit que c'est un pays dans lequel la socialisation des moyens de production règne, dans lequel il y a effectivement une expérience de construction du socialisme du XXIe siècle. Allez, n'oublions pas que la RPDC est encerclée par les pays impérialistes. En part que, c'est pas moi qui le dis, si on revient sur ce que nous a enseigné le grand Lénine, il disait que même si vous réussissez à une expérience de socialisme dans un seul pays, si vous êtes encerclé par les pays impérialistes, ça va être compliqué. Alors le fait que la RPDC soit encerclée, elle est encerclée, mais pourtant elle est toujours d'équerre, elle est toujours là. Je vous rappellerai qu'elle a quand même de 1905 à 1945, la RPDC s'est battue contre la colonisation japonaise. Il y a eu la guerre de 50-53. C'est quand même le pays qui subit un des plus vieux embargos. Ça fait plus de 170 ans que la RPDC lutte contre un embargo. Il y a aussi la Cuba. Ça veut dire qu'un embargo, ça veut dire qu'en fait, elle peut pas exporter ses marchandises. Elle produit, mais ne peut pas exporter ses marchandises. Alors vous imaginez s'il n'y avait pas d'embargo, alors elle est encerclée, elle arrive quand même à se maintenir, et elle est quand même sous embargo. Alors ça veut dire si elle n'avait pas d'embargo, il y aurait un accroissement fulgurant de la RPDC par le simple fait que elle est socialisée, les moyens de production sont socialisés, le Parti du travail garde le contrôle sur les moyens de production et sur la somme totale de la valeur qui est produite est contrôlée par le Parti du travail. C'est pas comme en France. En France, les mecs, ils produisent et ils se battent. En RPDC, ils produisent, c'est comme en Russie. Ils produisent, mais ça reste là-bas. Il y a une grosse différence. Donc, oui, malheureusement, pour répondre concrètement à votre question, ça va s'accélérer en 2023. Malheureusement, je crois que ce serait une vision utopiste de la situation. Et nous sommes des scientifiques, pas des utopistes. Et malheureusement, ça va s'aggraver parce que l'impérialisme nord-américain va pas laisser faire. L'impérialisme nord-américain qui garde le contrôle des différents pays impérialistes au niveau européen, Paris et Berlin, et donc de la Pologne, va aller dans le sens du renforcement des liens entre la Pologne et la Corée du Sud. D'accord, la Pologne faisant le lien entre Washington et Séoul, et ils vont essayer. Alors ils vont faire ça d'une manière stratégique. L'impérialisme nord-américain va dire s'il y a des tentatives de déstabilisation, d'attaque de la Corée du Sud contre la RPDC, l'impérialisme nord-américain va dire non, c'est pas nous, on va essayer d'apporter la paix, la démocratie, etc., mais via les différents accords militaires, économiques et sociaux que nous venons de mettre en exergue, on sait que à travers la Corée du Sud, c'est l'impérialisme nord-américain qui attaque la RPDC. Mais ça, c'est pas nouveau. Et je terminerai pour un point qui est quand même, arrêtons de dire que la RPDC, alors, 2 points quand même. Le premier, alors je suis pas en train de faire l'apologie de la RPDC, je présente un élément qui est factuel. Et il y a un élément qui est factuel, c'est que il y a eu quand même, en 2017, on se souvient du traité de retrait de non-prolifération des armes nucléaires,
qui avait été signé en 2017. Et ce traité a été signé par de grands pays impérialistes qui visaient à en tout cas, à minima, à ne pas à empêcher la prolifération des armes nucléaires. Et après 2017, qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et maintenant? C'est que la plupart des pays impérialistes qui ont signé ce traité ont fait le contraire, ont pratiqué le contraire, et ils se sont renforcés sur le plan nucléaire. Alors, si vous signez un traité en 2017 sur la non-prolifération des armes nucléaires et que derrière vous vous renforcez sur le plan nucléaire, c'est qu'il y a c'est carrément du foutage de gueule. Donc, et dans le même temps, ces mêmes pays pointent du doigt la RPDC en disant ah oui, mais toi t'as pas le droit de t'armer sur le plan nucléaire. Mais de quel droit se permet-il non seulement de mentir et de signer des documents n'importe comment en faisant le contraire ensuite, et se permettant ensuite de pointer du doigt ce qui se passe en RPDC, qui eux aussi sont soumis à cette loi universelle qui est l'autodétermination des peuples. Si l'autodétermination des peuples fonctionne pour le continent africain, et l'autodétermination doit fonctionner pour nos frères africains, mais il doit aussi fonctionner pour nos frères de l'RPDC. C'est logique. Et deuxième point, je finirai par là, c'est que, oui, effectivement, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la RPDC, il y a eu des dérives politiques. Mais faut pas confondre, et c'est la grosse confusion que font l'agitation, qui est orchestrée par les médias, ces organes d'agitation propagande au service d'un impérialisme, qui vous disent que s'il y a socialisation des moyens de production, que s'il y a expérience de construction du socialisme du XXIe siècle, il y a forcément des désastres humains et des dérives politiques. Faut pas confondre socialisation des moyens de production, qui est d'abord une donnée économique et sociale, et les dérives politiques. C'est pas parce que vous avez socialisation des moyens de production que vous aurez forcément des dérives politiques. Si on opte pour la socialisation des moyens de production, mais que nous faisions notre autocritique de l'expérience, des différentes expériences de construction de socialisme, après 45 jusqu'à maintenant, en faisant notre autocritique, en mettant au point notre stratégie, en prenant en considération les côtés positifs et les côtés négatifs, on va pouvoir résorber effectivement les dérives politiques qu'il y a eu lieu, on peut pas les nier, il y a eu des dérives politiques. Ça va nous permettre, cette autocritique, cette expérience, va nous permettre de résorber, en tout cas d'empêcher ces dérives politiques de se produire, tout en conservant une base économique, sociale, économique solide, nécessaire, qui est une socialisation des moyens de production. Et je crois que la RPDC l'a compris depuis très longtemps. Et donc 2023, oui, ça va être l'escalade, parce que si cette perspective s'étend, si cette expérience de la socialisation des moyens de production s'étend et qui a fait des petits en Union européenne, l'impérialisme nord-américain va pas laisser faire, il va chercher la guerre. Cette analyse. Alors, Gamal Abina, très rapidement, pourquoi, selon vous, Kim Jong-un, on le sait, a appelé à une augmentation, je dirais, exponentielle même de l'arsenal nucléaire? Est-ce qu'on a des raisons de craindre, comme semble l'avoir annoncé Kim Jong-un, une escalade militaire en 2023? Et pourquoi, selon vous? Non, je crois pas une seconde. Il y a une escalade militaire, c'est de la surenchère militaire, évidemment. Il y a une augmentation des capacités militaires offensives. Ouais. Mais c'est plus de l'esbrouf que de la réalité. Depuis le début, ça vient d'être évoqué à l'instant, la guerre de Corée de 50 à 53, les États-Unis ont perdu leur première guerre en Asie. Voilà. Faut se rappeler quand même de l'histoire. Ils ont perdu leur première guerre face à un pays qui était soutenu par la Chine. Ça a donné à peu près 1 million de Chinois morts et à peu près 2 ou 3 millions de Coréens du Nord tués. Pourquoi cette escalade? Simplement parce que tout à l'heure j'ai entendu dire que avec Trump il y a eu beaucoup de provocations littéralement par rapport à la Corée. En même temps, Trump est le seul dirigeant américain à avoir rencontré le dirigeant nord-coréen. Donc que ce soit Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, c'est toujours les mêmes principes. C'est une sorte de succession un peu dynastique des grands dirigeants nord-coréens. Ils sont dans une situation où, il faut le rappeler tout de même, c'est important, c'est un pays qui est isolé du monde, effectivement, ça vient d'être dit, sous embargo depuis plus de 70 ans maintenant. C'est un pays qui a subi une guerre atroce, qui a été rasée, 53, pour voir les moyens développés par les États-Unis pour détruire un pays. Ils font jamais les choses à moitié. Ils ont même envisagé un temps la bombe atomique, c'est vous dire à quel point la barbarie américaine là-bas
n'était pas un problème teinté de racisme. Il faut oublier que les Américains sont très racistes à l'époque et qu'ils n'hésitaient pas à considérer que ces hommes étaient des sous-hommes. Et donc c'est un pays qui a subi des embargos, des guerres, des massacres de masse, qui a été divisé, faut l'oublier non plus, sur le 38e parallèle, qui est toujours occupé, je parle de la Corée du Sud, par les forces américaines qui font la partition des deux territoires et qui est littéralement, alors qu'il y a des dirigeants sud-coréens qui étaient prêts à faire la paix, qui étaient prêts à faire des alliances, qui étaient prêts à faire des échanges économiques avec la Corée du Nord, systématiquement poussés par les Américains à reculer et à toujours créer une zone de tension. Ça justifie les dépenses monstrueuses des États-Unis en matière d'armement, ça justifie une tension dans la région, le dernier pays où il y a une vraie tension militaire, à part Taïwan évidemment qu'on met de côté, et ça justifie la présence américaine et des bases en permanence alors qu'ils n'ont rien à y faire puisqu'ils occupent le territoire de façon illégale. La guerre ne s'est pas arrêtée, c'est bien de le rappeler. C'est une guerre qui n'a pas été déclarée par les États-Unis parce que depuis 1945, les États-Unis ne déclarent jamais la guerre. Ils font toujours la guerre sans la déclarer. C'est une vraie tradition américaine, ce qui est totalement illégal évidemment. Et donc la Corée du Nord est un pays qui est assiégé, qui se sent assiégé, qui a des raisons de le sentir d'ailleurs, qui est systématiquement provoqué tous les 2-3 ans. Et chaque fois il y a des histoires de tirs de missiles au-dessus de la mer de Chine ou au-dessus simplement de la Corée la mer du Japon, de Chine. C'est un pays qui est un enjeu géopolitique important puisque c'est le principal allié de la Chine dans la région, faut l'oublier non plus. Et c'est un pays qui a subi donc une guerre atroce et qui est toujours, et ils ont raison de l'être, inquiet de la présence américaine. Alors rappelons quand même une chose, c'est que les Coréens n'ont jamais attaqué personne. Ils ont subi l'invasion japonaise, ils ont été attaqués parfois à l'époque par la Chine avant le communisme, ils ont subi des guerres d'invasion régulières, on s'en souvient, et ils n'ont jamais fait la guerre à personne, si ce n'est une guerre défensive contre les États-Unis. La Corée du Nord est considérée comme le dernier régime stalinien de la planète. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont conservé le principe de la révolution communiste, qui était cher aux dirigeants Kim Il-sung. Et la Corée du Nord est un pays qui systématiquement explique aux États-Unis, alors il n'a pas cru au départ, qu'ils avaient la capacité nucléaire. On les a pas cru, qui ont fait qui ont fait sauter les bombes atomiques. Les États-Unis ont cru que c'était des charges conventionnelles. Ils se sont rendus compte par la suite qu'il y a bien une radiation dans la région. Et surtout, c'est un pays qui a des capacités offensives, c'est en train de développer des missiles intercontinentaux hypersoniques, pour dire aux États-Unis, si vous nous faites des histoires chez nous, nous ferons des histoires chez vous. Donc la Corée du Nord, il y a beaucoup de remontades, il y a beaucoup de surenchères verbales, de surenchères de tests de missiles, effectivement, pour montrer ses muscles, tout simplement, parce qu'ils veulent montrer qu'ils ne seront pas attaqués à nouveau. C'est un pays qui a subi une agression militaire directe. C'est un pays qui subit des pressions permanentes depuis 70 ans alors que c'est illégal, et c'est un pays qui n'a agressé personne. Voilà la réalité. Donc après que la Corée du Sud tombe dans le piège de la manipulation nord-américaine et refuse cette alliance, ça rappelle par bien des égards le Yémen du Nord et du Sud. C'est pareil, on a tout fait, 190 qui ont été réunifiés, tout fait pour faire en sorte que ces deux pays soient des ennemis. Mais ce sont des ennemis créés artificiellement. Ce sont des peuples frères, ils se sont toujours connus, parlent la même langue, ont la même culture, ont toujours partagé le même destin, ont subi l'invasion japonaise, et aujourd'hui, ont été séparés parce que les Américains doivent se justifier d'une base militaire. Là où vous avez une zone de tension, c'est souvent parce que les Américains laissent leurs soldats sur place. Je rappelle à nouveau que les États-Unis occupent toujours l'Allemagne, qui a été défaite en 45, que les États-Unis occupent toujours le Japon, dans les îles Okinawa, qui a été défaite en 45, que les États-Unis occupent la Corée du Nord, alors qu'ils ont perdu la guerre en 53, que les États-Unis ont continué à occuper très longtemps l'Irak, même si actuellement ils sont quasiment aux portes de la sortie, qu'ils ont fui l'Afghanistan, mais c'est parce qu'ils ont perdu la guerre de façon totale, et que les États-Unis justifient toujours des présences militaires permanentes dans des pays où ils vont, en créant des tensions artificielles, comme je le disais. Donc, est-ce qu'il y a un risque de guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis et pas la Corée du Sud? Non, parce que ce serait une guerre nucléaire et que personne n'en voudrait. Est-ce que les Coréens du Nord sont des fous? Non plus, parce que ça fait longtemps qu'ils auraient pu entamer une guerre contre la Corée du Sud, ils ne l'ont pas faite. Et surtout, est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que les deux Corées s'entendent? Non plus, à nouveau, parce qu'ils ont besoin de justifier leur présence dans la région. Maintenant, les raisons pour lesquelles les États-Unis faisaient la guerre à la Corée étaient idéologiques au départ, c'était une guerre anticommuniste, on l'a bien compris. Aujourd'hui, le communisme, il ne reste plus grand-chose de l'idéologie communiste pure et dure. Donc, les raisons pour lesquelles les États-Unis restent en tension avec la Corée ne sont certainement pas idéologiques, elles sont géostratégiques. Et si on peut espérer une sortie de crise entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est le jour où le dirigeant sud-coréen et nord-coréen parleront directement sans l'entremise des États-Unis et se mettront d'accord sur la possibilité de faire des échanges d'abord économiques, puis ensuite ouvrir les frontières et d'en finir avec ce no man's land qu'on appelle le 38e parallèle. Donc oui, les États-Unis ne sont pas là pour apporter le bonheur, on l'a bien compris, ils sont là pour justifier de conflits de basse intensité, puisque là, il n'y a pas de guerre directe, mais créent toujours ces zones de tension avec ces surenchères. Il suffit qu'un missile nord-coréen qui soit testé pour que les Américains immédiatement envoient leurs forces dans la région.
Que faire pour cela, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne faut pas tomber dans le traumatisme d'une possibilité d'un retour à la guerre. Ça fait plus de 70 ans que ça dure. Il ne s'est rien passé depuis et il ne se passera rien, je vous rassure. Et Gamal Abina. Alors, Linda Labaoui, certains pensent que les États-Unis et la Corée du Sud se préparent à une utilisation de l'arme nucléaire par la Corée du Nord. Déjà, est-ce que vous partagez cet avis? Mais bien plus, est-ce que selon vous, ces deux pays-là, la Corée du Sud et les États-Unis, ont les moyens de déstabiliser, les moyens d'influencer la Corée du Nord? Je vais quand même rectifier une chose, c'est qu'on parle de l'arme nucléaire par rapport à la Corée du Sud, mais en vérité non. Mais il y a 2 mois, il y a eu un conflit entre les Japonais et la Corée du Sud, parce que les Japonais ont débloqué 300 milliards pour améliorer leur armée et remettre leur armée en état. La Corée du Sud n'était pas d'accord et le conflit est venu à partir de ce moment-là et ils se sont rapprochés des Chinois. Ça n'a pas plu aux États-Unis que les Coréens du Sud se rapprochent des Chinois. Donc, ils ont essayé de les calmer. Les Coréens, il y a encore quelques jours, ils ont fait un rapport en disant les Japonais sont très dangereux, ils nous ont déjà occupés, donc on ne veut pas qu'ils reconstituent leur armée. Les États-Unis essayent de les calmer et la politique des États-Unis, c'est quoi? C'est le bâton et la carotte, c'est tout. Et le rapprochement entre la Corée du Sud et la Chine, là, ils sont complètement opposés. Maintenant qu'il y ait un conflit très important concernant les deux, ça peut faire éclater une guerre nucléaire véritable. Et là, ce n'est plus la Corée du Nord qui sera uniquement concernée, mais il y a la Chine aussi qui s'oppose à tout conflit. Il y a la Russie qui s'est alignée. Donc, il y a trois forces nucléaires, mais il y a l'Inde. L'Inde, elle est là. L'Inde, c'est en géopolitique, elle est chez elle. Donc, l'Inde aussi s'oppose à ce conflit et essaye de calmer le jeu. Les Américains, faut remonter à l'histoire des États-Unis. Déjà, c'est un pays de cartels et de voyous qui a éliminé les Amérindiens pour créer ce qu'ils ont appelé les États-Unis. La première fois que les États-Unis sont sortis pour faire la guerre parce que ils pouvaient pas commercer, ils sont très très loin de tout ce qui est zone commerciale internationale, la route de la soie de l'époque, tout ça. Et la mission avait été confiée à un certain Stephen Decatur pour essayer d'améliorer les choses. Et son idée, c'était créer une marine. Et Stephen Decatur, vers 1890, par là, l'année exacte, je l'ai oublié, a développé justement une marine. Et le plus important de ce qu'ils avaient, c'était le moteur à vapeur. Ça leur a donné la réputation des marines aujourd'hui. Donc, ils sortent en Méditerranée et première guerre qu'ils font, c'était avec la régence d'Alger en 1805. Ils ont perdu cette guerre. Jusqu'à là, tout allait mal pour eux. Donc, ils mettent une feuille de route en place et c'était divisé pour mieux régner. Par l'histoire et par des archives, ils ont joué un rôle très important dans la Première Guerre mondiale. Et en 1917, qui est une année capitale pour tout le changement géopolitique, South Beko, la déclaration de Balfour pour créer l'État d'Israël, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette année-là. La fin de 4 empires, l'empire austro-hongrois, l'empire germanique, l'empire ottoman, l'empire de Russie. Et l'entrée des Américains en jeu. J'explique ça pourquoi? Pour comprendre ce que c'est que les États-Unis, comment ils vivent. Donc les premiers qui ont subi la divisée pour mieux régner des Américains, ce sont les Européens. On a créé la Yougoslavie à partir de là avec les accords de Versailles. On retrouve la Croatie, la Slovénie, la Voïvodine, qui ont fait partie de ce qui est devenu la Yougoslavie, mais on les a amputés à l'Empire austro-hongrois. Il y a tout un changement au niveau de la carte géographique par rapport justement à l'Ukraine de l'Ouest, qui a été annexée, qui était polonaise, qui a été annexée à l'Ukraine. Donc tout ce changement a été subi avec l'aide des Américains et l'argent des Américains.
On remonte le temps, on tombe à la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui était South Bacon, eh ben, les Américains l'ont départagé encore une fois. Après, il y a eu le plan Rogers en 70, la création des Émirats arabes, du Qatar, du Koweït, tous ces pays-là, c'est à partir du plan Rogers. Ils ont toujours divisé, ils ont toujours eu besoin de mettre des gens à eux en place pour travailler leurs intérêts. C'est ça les États-Unis. On arrive à la guerre du Vietnam, c'était après la régence d'Alger. Ils ont plus fait aucune guerre, c'est la guerre du Vietnam, ils l'ont perdue. De la guerre du Vietnam jusqu'à la guerre de l'Irak, et là ce n'est plus les États-Unis, ils ont embarqué d'autres pays avec eux, ils ont embarqué l'OTAN avec eux. L'Afghanistan, pareil, la deuxième guerre de l'Irak, c'était des pays de coalition. Donc les États-Unis, quand tout le monde me dit les États-Unis sont forts, les États-Unis ne sont pas forts. Les États-Unis sont forts avec des traîtres, comme la Corée du Nord, du Sud, qui a marché dans le plan des Américains et des Japonais, qui a alimenté aussi le Japon pendant la guerre. C'est les Américains qui les ont alimentés, toujours par le biais de sociétés, de tout ça. Donc ils alimentent des conflits, on retrouve des conflits un peu partout. Ils ont divisé le Yémen en deux pendant la guerre froide pour être justement à Bab el-Mandeb, comme ils ont fait aujourd'hui. Ils ont mis les Égyptiens pour jouer aux gendarmes. Du côté de Hormuz, on avait les Russes, donc ils ont divisé l'Allemagne, ils ont toujours fait ça, diviser pour mieux régner, sauf que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le monde qui se mobilise contre cette politique impérialiste, mais aussi un mot qu'on n'emploie jamais, c'est le mot sioniste. Et sioniste, ça ne veut pas dire juif, c'est faux. Le sionisme a été créé par les anglo-saxons. Donc, quand on voit tout ça, tous ces conflits, partout où il y a des conflits, on trouve des Américains parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à une guerre. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la Corée du Sud rentrera en guerre contre la Corée du Nord parce que les Américains n'ont pas les moyens d'armer la Corée du Sud. Ils peuvent les aider à développer, mais après, il faut aller dans la logistique et dans la fabrication. Actuellement, par exemple, les Russes, ils fabriquent des armes, ils sont à 300% de ce qu'ils faisaient il y a 2 ans, il y a 1 an, c'est énorme. Il faut pouvoir suivre tout ça. Et les Américains ont armé, ils sont en train d'armer Sisi, l'Égypte, ils ont armé déjà depuis quelques jours les Kurdes, le PKK dans le nord de la Syrie, parce qu'ils occupent, Monsieur Gamal Abin a cité quelques pays, mais ils occupent actuellement la Syrie aussi. Ils sont en train d'armer tout le monde, l'Ukraine, ils n'ont pas les moyens actuellement d'aller vers une guerre nucléaire où 4 puissances sont concernées, Russie, Chine, Inde et la Corée du Nord, bien sûr. Donc non, ça n'ira pas jusqu'à là. Alors, on va très rapidement passer à notre troisième et dernière thématique pour l'aborder en quelques minutes seulement. Mais avant de l'aborder, professeur François Ndengue, j'aimerais revenir, parce que je rappelle que vous êtes aussi historien, donc j'aimerais revenir sur un élément d'histoire concernant le sujet qu'on abordait tout à l'heure à l'entame de l'émission, notre première thématique. C'est pour parler de cet historien Emmanuel Todt qui a récemment affirmé que la Russie nous surprendra toujours. Alors, est-ce qu'on entrevoit dans cela peut-être la fin ou la finalité du conflit ukrainien actuel? D'autre part, cet historien a précisé que, par exemple, c'était dans un entretien qu'il a accordé il y a plusieurs années de cela, c'était en 1976, il a dit que la fin de l'URSS, avec un essai, il avait prédit d'une certaine façon la fin de l'URSS avec un essai intitulé La chute finale, mais aujourd'hui dans un entretien inédit par exemple, il prend à nouveau l'opinion à rebrousse-poil, annonçant par exemple la renaissance de la Russie et l'effondrement de l'Ukraine. C'est-à-dire que vous, en tant qu'historien, vous qui maîtrisez si bien le passé et le présent actuel, on le voit tous, comment est-ce que vous entrevoyez la fin de ce conflit entre la Russie et l'OTAN, ou alors, comme le dit souvent Linda Larbaoui, entre les États-Unis et le monde entier? Merci. Votre question a 2 volets très intéressants. Je n'ai jamais douté que la Russie va l'emporter sur l'Ukraine.
Et c'est parce que on peut dire que le président Poutine, ça va choquer certains, mais il a agi en humaniste. Si le président Poutine voulait gagner cette guerre, d'ailleurs l'armée russe a vaincu l'armée ukrainienne dans les 3 premières semaines de la guerre. Vous ne pouvez pas être une armée et on aligne une colonne de trentaine de kilomètres de chars jusqu'à votre capitale. Les gens ont dit, oh, Poutine, il a reculé on l'a battu à Kiev. Non, l'armée russe n'a jamais voulu engager. Le président Poutine est allé à la guerre et même en nombre inférieur, malgré l'armée ukrainienne qui était entraînée depuis plus de 8 ans par les forces de l'OTAN. Malgré l'équipement qu'elle a eu, et malgré, et ça a été rappelé tout à l'heure, le faux jeu des Européens sur les accords de Minsk. Heureusement, si j'ai bien compris, on a rappelé tout à l'heure le mensonge de Madame Merkel. Madame Merkel qui a menti en disant a révélé récemment dans un journal allemand de Die Welt, en disant que elle avait signé les accords de Minsk, mais en fait, elle ne croyait pas du tout à ces accords. Donc, c'est le mensonge habituel des pays du Yankee, c'est le mensonge habituel par lequel, si vous vous rappelez en Afrique, puisque vous parlez de l'histoire, c'est ce même mensonge qu'ils ont utilisé quand ils sont arrivés en Afrique pour s'accaparer des terres des gens en faisant signer des contrats qu'ils interprétaient comme ils voulaient. Après, ils disaient, voilà, ils venaient devant les rois, ils disaient, voilà, voici, vous avez signé un contrat pour nous céder vos terres, ce qui n'était pas vrai du tout. Donc, Madame Merkel a reconnu son mensonge, mais avant elle, le président Poroshenko d'Ukraine, lui aussi l'avait déjà reconnu en disant, écoutez bien, moi, vous croyez bien que j'allais appliquer les accords de Minsk si je les ai signés parce que je savais que je ne les appliquerais pas. Le pauvre Poutine, qui jusque-là pensait qu'il avait en face de lui des gens sincères, a cru jusqu'à la dernière seconde que les accords de Minsk seraient appliqués afin d'empêcher la guerre. Ce qui, par ailleurs, il faut le dire, aurait maintenu le Donbass dans l'Ukraine. Donc, il y avait ce qu'on appelait le format Normandie. Je ne sais pas, je suis arrivé en retard, peut-être que mes collègues ont déjà parlé. Donc, que ces accords devaient être garantis par la France, l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne, par Madame Merkel, c'est une menteuse. Et c'est une honte pour cette femme de montrer son mensonge qui déverse l'indignité sur toute l'Allemagne. Le président français Hollande de l'époque, lui aussi qui était garant, lui aussi vient de déclarer la même chose que Madame Hollande. Autrement dit, la France, par la voix de Hollande, révèle au monde que la France est une grande menteuse. Le président de la République française a posé sa signature sur un document en se portant garant, mais sachant très bien, puisqu'il vient de le dire, c'est pas moi qui le dis, sachant qu'il n'appliquerait pas. Et que, contrairement à ce que disaient ces accords, il allait plutôt préparer la guerre contre la Russie. Donc, celui qui s'est fait avoir dans tout ça, c'est le président Poutine qui est allé avec la bonne foi, croyant que c'est un accord solide, puisque ce n'était plus seulement un accord entre les Donbass et le gouvernement de Kiev, mais c'était un accord garanti par ces 3 États que j'ai cités, la Russie, parrainé par ces 3 États, la Russie, la Fédération de Russie, l'Allemagne et la France. Mais plus que cela, puisque les accords avaient été entérinés par l'Assemblée générale des Nations unies, ça voulait dire que ces accords prenaient force de loi internationale. Voici les gens qui chaque jour nous parlent de la loi internationale et de l'ordre international, mais qui le bafouent à tout moment quand ils veulent. Revenons alors à votre question maintenant. Il fallait faire ce petit parallèle. Emmanuel Todd est quelqu'un de très intéressant dans le paysage intellectuel français. Vous avez cité l'essai qui a fait sa publicité, sa renommée, pour dire. Il était démographe. Il a écrit dans cet essai, en analysant les courbes de mortalité de la population russe, et il a vu que la dépression démographique de la Russie allait causer des gros problèmes. Donc, à partir de là, il est devenu comme un gourou des prédictions sur la Russie. Sa dernière intervention que vous venez de mentionner sur le thème « La Russie surprendra toujours », il a raison. Et ici, ce n'est même pas une surprise,
parce que moi, je n'ai pas un seul doute, même si les forces de l'OTAN viennent sur le terrain, ils ne peuvent pas défaire la Russie. Je dis bien, même s'ils viennent sur les forces, ce n'est pas moi qui le dis. Pas plus tard qu'hier, et je vais vous citer ceci. Vous connaissez peut-être Madame Condoleezza Rice, et vous connaissez Monsieur Robert Gates. Madame Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État sous Bush, et Monsieur Robert Gates, qui était le Defense Secretary, c'est-à-dire le ministre de la Défense des États-Unis, et dont Madame Rice, qui était donc comme la ministre des Affaires étrangères, viennent de signer ensemble un article qui est paru dans le journal de Washington Post du 7 janvier. C'est un régal pour deux raisons. Premièrement, d'abord que le Washington Post accepte de publier cet article, parce que c'est un article qui va à contre-courant de tout ce que l'on a appris jusque-là. Et le Washington Post, c'est le journal des milliardaires, c'est le journal du gouvernement, c'est le porte-voix du gouvernement américain d'une façon ou d'une autre, parce qu'il n'y a plus de presse libre aux États-Unis. Ça, c'est penser que la liberté d'expression est quelque chose de sérieux aux États-Unis, c'est complètement faux. Mais enfin, mais ça, c'est un autre sujet. Le fait déjà que cet article paraisse dans le Washington Post, c'est déjà une indication de la réalité qui est sous-jacente dans l'administration américaine et qu'on laisse dire par des personnalités extérieures, mais qui ont une capacité d'écoute qui sont, je répète, c'est extrêmement rare, je ne sais pas. Si deux personnalités de ce haut rang ont déjà publié un article de cette nature, le titre de l'article, c'est « Time is not on Ukraine's side ». En gros, je vous résume l'article. L'article est en train de dire, et ça commence, c'est vraiment amusant, c'est que pour moi, les États-Unis ont compris qu'ils ont perdu. Et cet article est une confirmation officieuse. Monsieur Zelensky aura le sort qu'ont eu tous les traîtres. Les Américains, toujours en dernière seconde, lâchent leurs gens. Les Américains ne sont pas fidèles en amitié. Regardez le Vietnam que j'ai cité tout à l'heure. Bao Dai, le dernier empereur vietnamien, on l'a gonflé à l'époque, il se croyait ami des Américains, Go Diem avant lui. Regardez même Chiang Kai-shek qui comptait sur les... À la dernière seconde, les Américains n'ont pas d'état d'âme. Ils lâchent, regardez comme ils sont partis d'Afghanistan, malgré tous leurs gouverneurs et tous leurs amis et tous ceux qui travaillaient pour eux, qui essayaient de s'accrocher à la dernière minute sur les avions. Les Américains n'ont pas d'état d'âme et ça ne me surprendrait pas que Zelensky du jour au lendemain soit lâché de la même façon, à moins peut-être qu'on ne lui trouve un sort plus triste qui sera peut-être son décès, ce que je ne souhaite pas. Donc les Américains ont compris. Et je parle, même le général Miller, le chef d'état-major de l'armée américaine, a demandé déjà que l'on assure les négociations. Alors, l'article de Robert Gates et de Condoleezza Rice commence ainsi. Vladimir Putin remains full committed to bringing all the Ukraine back under Russian control or failing that, destroying it in a viable, as a viable state. Donc, ce qu'ils veulent dire, c'est que ils ont compris que Poutine ne lâchera jamais. La Russie, c'est pas Poutine. Parce qu'il ne faut pas, là encore, il ne faut pas personnaliser les choses. C'est un consensus à la tête de l'État russe et même du peuple russe. Sinon, le président Poutine n'aurait pas les taux de satisfaction au sein de la population russe qu'il a aujourd'hui. Aucun chef d'État, à l'heure où nous parlons, n'a les taux de satisfaction de sa population tels que ceux en faveur du président russe. Donc, l'article dit ceci. L'article dit aux Ukrainiens, il faut lire entre les lignes, bien entendu, comprenez, essayez de ramasser les dégâts, parce que vous ne retrouverez plus jamais la Crimée, parce que c'est heureux, vous ne retrouverez plus jamais les 4 républiques du Donbass, et encore vous aurez de la chance si la Russie ne s'empare pas d'Odessa et de toutes les régions à majorité russophone. Donc, c'est un sort triste, c'est une guerre triste. Emmanuel Todd, pardon, Olivier c'était son papa je crois, a raison, parce que la Russie surprendra la Russie. Et madame, notre collègue, dame, j'oublie un peu son nom, a eu raison tout à l'heure de parler de la composition démographique de la Russie. La Russie est un pays extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je me désole que les Africains ne l'étudient pas. La Russie, l'hétérogénéité démographique de la Russie, la renforce. C'est un des pays qui a réussi cette hétérogénéité. Ce que les gens en face ne savent pas faire. Le camp de l'OTAN et le camp des États-Unis, c'est un camp qui ne respecte, excusez-moi d'utiliser cette expression, que la population blanche.
Et pour cela que l'OTAN, c'est l'armée des Blancs. C'est l'armée des Blancs qui veulent imposer l'ordre blanc, c'est l'apartheid au niveau mondial. En Russie, vous avez des peuples différents qui ont trouvé un certain consensus. Vous avez des peuples différents qui vivent ensemble et il n'y a pas vraiment de domination russe. On a souvent dit, ah, c'est les Russes qui dominent. N'oubliez pas que Brejnev, qui gouvernait, n'était pas un Russe, c'était un Ukrainien. Je peux parler de Khrouchtchev aussi, qui n'était pas russe. Et même, tous ces gens, les Russes ne font pas, ce ne sont pas des racistes. Et on veut mobiliser la haine contre les Russes. Je le répète, nous ne devons jamais être les Russes, et nous ne devons jamais haïr les Russes en tant qu'Africains, et nous devons rester dans le camp de la paix et de la justice. Et pour finir, je vais dire ceci. Mes collègues tout à l'heure ont parlé de l'intervention de cette histoire d'Ukraine. Nous sommes vraiment à un moment, aussi loin que je remonte dans l'histoire, je ne connais pas un moment de changement aussi important depuis les 500 dernières années. Ma peine, c'est que l'Afrique est en train de rater le coche. Ma peine, c'est que les Africains n'arrivent pas à prendre, enfin, la direction de l'Afrique n'arrive pas à prendre le devant pour résolument se sortir des griffes du Yankee qui l'asphyxie depuis longtemps. La Russie, et Madame l'a rappelé tout à l'heure, on a le nombre incalculable, soit dit, de sanctions contre la Russie. Les Africains devraient explicitement s'opposer à cela et montrer leur désaccord. D'autant plus que ce ne sont pas des sanctions, ce sont des actes de vol. Ce sont des actes s'emparer des avoirs russes en Amérique, en France et en Allemagne, en Angleterre. La Fédération de Russie n'a pas jeté un seul caillou contre un de ces pays sur le plan du droit. Le droit est complètement bafoué. La Russie n'a attaqué ni les États-Unis, ni l'Allemagne, et encore moins la Pologne, qui se fait les championnes de la russophobie. Donc, nous devons savoir, ne pas voir cela comme des sanctions contre la Russie. Les Africains, parce que c'est ça mon souci, vous devez vous dire, si demain on vous appliquait les mêmes sanctions, qu'est-ce que vous seriez? Est-ce que vous développez déjà les stratégies pour faire face à ce genre de sanctions? Si les États-Unis excluaient, mettons, le Nigeria du système SWIFT, que deviendra le Nigeria? On ne peut pas être là seulement à regarder les choses comme si nous sommes des passifs. Nous devons anticiper. Et la seule façon d'anticiper, c'est dans l'Union africaine, c'est dans le panafricanisme. Un panafricanisme qui fera des États africains ce que le président Nkrumah avait pensé et ce que même Patrice Lumumba avait pensé. Patrice Lumumba, j'ai ce discours où je vous ai rappelé, où il parlait des États-Unis d'Afrique. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Américains ont précipité son décès, son assassinat. Donc je vais m'arrêter là en disant que il est peut-être encore temps, peut-être que les dirigeants africains vont se réveiller. Heureusement, la jeunesse africaine est très en pointe, et vraiment c'est ma seule satisfaction dans cette histoire. La jeunesse africaine semble avoir compris les enjeux plus que les dirigeants et les gouvernements africains. Merci. François Dengue pour cette analyse. D'ailleurs, puisque vous sortez par l'Afrique, on va justement sortir de l'émission à présent en rappelant tout simplement que notre troisième et dernière thématique, nous l'aborderons certainement dans nos prochaines éditions en parlant de la situation actuelle de la France au Sahel, ce que certains qualifient d'inévitable descente aux enfers ou alors de la chronique d'un échec annoncé. Avant, on va sortir avec vous, chers invités. Linda Larbaoui, très rapidement pour se séparer, un dernier mot avant de sortir de l'émission. Je ne pense pas que les Africains ont loupé le coche actuellement puisqu'ils se sont prononcés, ils n'ont pas voté contre la Russie. Je parle de la majorité des Africains. Ce qui se passe actuellement, c'est que les États-Unis font très attention aux et
qu'on l'a récupéré son salaud et rapport aussi ça faut de d'autres moyens c'est quand même un se faire dans ce et les réseaux sociaux les uniquement concernés et les Américains de très les peuples. Je vais terminer avec l'histoire des talibans. Qui aurait imaginé que 10 000 talibans allaient rejoindre les Tchétchènes contre les Américains? Mais personne ne l'aurait imaginé il y a quelque temps. Eh ben, c'est arrivé. Et les peuples africains font très peur actuellement aux États-Unis et leurs alliés. Ils ont vraiment peur de ce basculement et des révolutions contre les États-Unis et contre les Européens. Ils savent très bien que la Russie est bien vue par rapport aux autres peuples, que les Russes n'ont occupé personne, qui n'ont provoqué des guerres. Et souvent, dans leur communication, les Russes le rappellent pour toucher la sensibilité des peuples. Mais la Russie est en guerre contre les États-Unis, mais ça, c'est pas depuis maintenant. Je demande à tous ceux qui nous écoutent, ils ont les moyens de remonter l'histoire du communisme et l'histoire de Lénine. Ouverte, on peut retrouver ça. L'histoire contre la Russie, elle a démarré il y a un siècle et demi. C'est pas depuis maintenant. Et je vous dis, 1917, c'est une date qui est très importante par rapport à la géopolitique actuelle et tout ce qui s'est passé. Et Poutine nous l'a rappelé le 25 février de l'année dernière. Il a bien parlé de ce passage. Il a dit textuellement, Lénine, ça a été une erreur de l'histoire. Sachant aussi que Trotsky, pareil, parce que les bijoux et tout l'argent, ça du tsar, est vendu à New York de Trotsky. Ça, on ne dit pas assez. Donc, la traîtrise a commencé. Les choses sont en train de se rétablir. Oui, Dimi Dalédo, on sort de l'émission en quelques secondes. Hein. Un dernier mot avant de sortir. Et très rapidement, juste pour dire, pas de différence entre l'idéologie et la géostratégie. C'est la première erreur qu'on fait. Hein. Je parle en tant que matériel. La géostratégie qui dit idéologie. Les deux sont liés. Ensuite, je dirais qu'effectivement, le continent africain les Africains doivent assurer un rôle d'arbitre du le continent africain, la force motrice du nouveau continent qui prennent leur d'arbitre, c'est les détient la richesse mondiale qui va décider. La patronne. Je vous remercie pour toutes vos interventions. Gamal Abina, on sort avec vous, on vous écoute. Déjà, une petite correction. Emmanuel Todd n'est pas historien, il est anthropologue et ça explique son travail par rapport à la Russie parce qu'il a fait un travail effectivement sur la démographie qui est lié à son métier puisque c'est un chercheur dans l'anthropologie. Donc effectivement, ce qu'il dit est intéressant et on doit en tenir compte. Il a pour le coup effectivement anticipé un mouvement qu'on avait déjà vu par rapport à la population russe. Concernant l'Afrique, j'ai envie de dire une chose simplement, c'est que moi je pense qu'on ne peut pas réussir une révolution, une évolution, une réussite, un développement si on pèse un PIB aussi ridicule que le continent africain affiche aujourd'hui. L'Afrique a un PIB de 2980 milliards de dollars. Voilà quel est le PIB africain. La France, à elle toute seule, a un PIB de 2800 milliards d'euros. Donc, c'est dire à quel point l'Afrique est fragile. Elle a des richesses considérables. C'est un potentiel extraordinaire. On le sait très bien. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, elle est très disputée par rapport à toutes ces grandes puissances dans le monde. Mais l'émancipation se fera d'abord par le travail et la réussite économique, industrielle et agricole. Donc, si les Africains ne se mettent pas d'accord une fois pour toutes pour sortir de cette espèce d'état vaseux de sous-développement ou de voie de développement et pour enfin investir une vraie volonté de développement en créant des rapports de force et en obligeant les pays qui viennent leur vendre de la ferraille à produire sur place et en développant leurs propres industries, tout simplement. Si l'Afrique n'est pas capable d'aligner un PIB qui soit égal au minimum à l'Europe, j'aurais dire même plus, mais au moins l'Europe, elle sera toujours un pays qui sera sous dépendance et donc sous fragilité. Et je répète ce que disait Boumediene à l'époque, pour éviter le néocolonialisme économique, il faut tout faire pour se développer.
l'Afrique doit devenir indépendante. Voilà la raison pour laquelle je dirais que je suis optimiste et en même temps, je précise et insiste sur le fait que l'Afrique doit tout faire pour devenir indépendante économiquement, sinon la dépendance économique conduit directement à la dépendance politique. Malabina, merci pour toutes vos analyses, vos explications. Et à votre suite, justement, avant de sortir, je précise, ou plutôt je reprécise qu'Emmanuel Tot est bien historien, il est anthropologue également, d'ailleurs il ne l'est pas seulement, il est aussi démographe et sociologiste. Voilà, on va remercier toute l'équipe technique de ce matin, particulièrement notre réalisateur Nathan Daé. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis de bout en bout pour ce nouvel épisode de la géopolitique internationale. Merci particulier à vos chers invités, Linda Larbaoui, professeur Emmanuel Dengue, Dimi Dalido, Gamal Abina. Je vous remercie infiniment avec l'espoir de vous retrouver avec le même plaisir dans les prochaines éditions de Géopolitique Internationale. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.